Bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'Institut TTI.5 qui aujourd'hui est co-organisé par la chaire modélisation prospective au service du développement durable et qui va avoir pour objet de des questions autour de la transition juste. Et en fait, on va aborder cette question, la transition juste du point de vue des tensions et En fait, quand on a préparé le contenu de ce webinaire avec Christophe et Blanche, on s'est dit que par rapport à ce thème, une petite clarification au préalable ne serait pas inutile. Tout d'abord par rapport à la transition juste, mais en fait aussi par rapport à celui de l'équité, parce que parfois il y a souvent un amalgame entre les deux. Alors c'est moins le cas dans la littérature juridique ou relative aux relations internationales. Là, il y a une distinction qui est un peu plus claire et soulignée. Par contre, dans pas mal d'écrits, de rapports, de politiques, voire dans certains de nos travaux préalables, on peut avoir tendance à amalgamer l'un ou l'autre, en tout cas leur portée. Et le terme soit équité, soit justice, transition juste peut englober l'un ou l'autre. Donc du coup, là, je vous propose dans cette intervention d'essayer d'y voir plus clair sur ces deux principes, et ceci en faisant écho notamment aux tensions éthiques du climat qui peut survenir dans la lutte contre le changement climatique. Donc j'ai essayé un peu de structurer ces deux éléments pour voir justement ce qui va les distinguer et en quoi ça va impacter les tensions qui peuvent survenir dans cette lutte. Alors d'abord, pour commencer, euh, au niveau du climat, du contexte dans lequel il se place et des tensions qui peuvent survenir. Bon, je ne vous refais pas tout l'historique de la gouvernance climatique internationale, mais partir du principe que le climat, c'est pas seulement un problème scientifique et technique, c'est aussi un problème moral pour lequel il va y avoir des tensions éthiques qui vont survenir, donc des conflits de valeurs morales liés au changement climatique. Et donc en gros, ça va survenir quand on va avoir différentes idées de ce qui est juste, responsable, acceptable. Donc là, les termes aussi ont leur importance et qui vont s'opposer au niveau des actions qui vont être mises en place, voire des inactions face au climat. Donc on peut trouver ces oppositions, par exemple, en matière de responsabilité. Donc les pays riches qui ont historiquement le plus pollué, et de l'autre côté, les pays pauvres qui généralement subissent le plus les conséquences. Donc là, ça va être aussi un des points d'opposition. Donc on va avoir des oppositions au niveau de qui doit payer, qui doit agir en premier, à quel niveau. On peut avoir ces oppositions au niveau de la justice entre les générations. Donc nos choix actuels, notamment, affectent les générations futures. Donc a-t-on le droit de privilégier notre confort de vie, notre mode de vie aujourd'hui, mais au détriment de leur avenir? On va avoir ces oppositions et ces conflits de valeurs aussi au niveau des choix d'économie versus l'environnement, développement, environnement. Et donc réduire les émissions, et c'est des actions qui vont être mises en place par rapport à ça, peuvent menacer certains secteurs économiques ou des emplois. Et on peut le voir également dans les questions de positionnement entre adaptation et atténuation. Et notamment, que privilégier quand on a des ressources limitées entre investir pour s'adapter d'un côté et prévenir, réduire les émissions, donc l'atténuation. Donc dans ce contexte, il y a des tensions qui peuvent survenir alors au niveau des intérêts locaux et au niveau de la justice globale. Et ces points-là sont centraux en fait dans les débats sur le climat. Et on va avoir d'un côté donc des intérêts locaux où des décideurs peuvent chercher à protéger leurs intérêts pour éviter des crises économiques ou sociales. Donc ça va être les questions d'emplois locaux, de croissance économique, d'accès à l'énergie bon marché, des modes de vie existants ou auxquels on peut aspirer. Et face à ça, une justice globale qui va viser l'équité entre tous les peuples du monde en tenant compte des responsabilités historiques, donc qui a le plus pollué, des capacités d'action, qui a les moyens financiers ou technologiques pour agir, des impacts qui sont subis, donc qui souffre le plus du changement climatique. Et là, la tension, elle apparaît quand ce qui est bénéfique localement, elle peut nuire à l'équilibre global, justement pour l'atteinte de cette justice globale. Donc on peut, pour illustrer ces points de tension, par exemple, on peut dire qu'un pays, par exemple, peut vouloir exploiter du pétrole ou du charbon pour créer des emplois, réduire la pauvreté, assurer son indépendance énergétique, mais en même temps, à l'échelle du monde, ça va augmenter les émissions de CO2, aggraver le réchauffement climatique et pénaliser surtout les pays vulnérables au niveau des conséquences et des impacts. De la même manière, à notre exemple, on pourrait voir certains pays qui vont refuser des politiques climatiques strictes pour ne pas pénaliser leur économie, alors qu'en même temps, d'autres pays vont subir déjà des sécheresses, des inondations, des problématiques alimentaires. Et donc ces pays, alors même qu'ils ont peu contribué
aux problèmes climatiques en général. Donc on va avoir cette tension entre intérêts locaux et justice globale qui vont opposer d'un côté la volonté des États à protéger leur économie et leur population, et l'autre à l'exigence d'une répartition qui va être plus équitable des efforts et des conséquences du changement climatique à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est une question éthique, car elle pose des questions morales du coup fondamentales, comme a-t-on le droit de privilégier son bien-être national au détriment d'autres populations, ou encore est-ce qu'on peut parler de justice quand on a des coûts et des bénéfices qui sont si inégalement répartis. Alors ça, c'est toutes les discussions en fait dans la gouvernance climatique internationale aussi autour des mécanismes de compensation et de correction. Et donc là, on va avoir un gros contexte entre ce point d'intérêt local et de justice globale qui vont amener assez régulièrement à des tensions, notamment dans les négociations. Donc par rapport à ça, dans tout ce contexte, on va pouvoir parler de justice climatique si des inégalités dans la répartition des coûts et des bénéfices, donc ces fameux coûts et bénéfices, ils vont être reconnus et corrigés. Et auquel cas, le changement climatique, il va renforcer du coup les inégalités déjà existantes, les injustices qui sont déjà existantes. Et on peut viser la justice à condition d'agir, et cela, ça va s'exprimer par la question de responsabilité différenciée entre les pays, des aides financières et technologiques aux pays vulnérables, un fonds pour les pertes et dommages, une réduction plus rapide des émissions par les pays riches. Et tous ces grands principes et ces tests, ça va être les points fondamentaux qui vont être négociés et dans la mise en œuvre des actions de lutte contre le changement climatique. Dans tout ce contexte-là, on va retrouver donc ces tensions entre intérêts locaux et justice globale. Et ces principes de justice qui vont être en jeu, on peut retrouver notamment de la justice distributive. Donc là, on retrouvera la répartition équitable du coup des efforts et de l'action. On peut retrouver de la justice corrective, réparer, compenser un dommage. Une justice intergénérationnelle également. Donc là, c'est les générations futures qui subissent des décisions qu'elles n'ont pas forcément choisies. Et plus globalement, en termes de justice, on va avoir la question de ceux qui causent le dommage devraient en assumer la responsabilité. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va retrouver également le principe d'équité qui va viser à traiter les États de manière juste en tenant compte de leur situation, des capacités, des responsabilités et des besoins différents. Donc, dans ce contexte, pour avancer un peu plus spécifiquement sur le principe de l'équité, donc dans l'idée de vouloir un peu le clarifier par rapport à ces tensions, l'équité, ça va être un principe de justice qui va être très structurant dans les négociations climatiques internationales. Et c'est le principe sur lequel les responsabilités, les efforts et les ressources liées à la lutte contre le changement climatique, ils doivent être répartis de manière juste, en tenant compte des différences de responsabilité historiques, des capacités économiques et d'autre côté, de la vulnérabilité aux impacts climatiques entre les États. Donc on va avoir par rapport à ce contexte-là des applications concrètes de ce principe et qui vont être au cœur aussi des points qui vont être négociés. Alors c'est ceux que j'ai cités juste avant, ici, et on va retrouver des objectifs différenciés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la flexibilité dans les engagements pour les pays les moins avancés, des financements climatiques des pays développés vers les pays en développement, des transferts de technologies, du soutien à l'adaptation et aux pertes et préjudices. Donc ça, on va retrouver tous ces éléments-là dans ces questions de responsabilité et d'équité. Et typiquement dans les textes de gouvernance climatique internationale, l'équité, ça va vraiment être un principe juridique formalisé, formel dans les accords climatiques mondiaux, et ça dès le début. Donc on va le retrouver dans la CCNUCC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui dans ces différents articles, elle va stipuler que les parties doivent préserver le climat sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes, mais différenciées et de leurs capacités respectives. Donc ça, ce principe de responsabilité commune, mais différenciée et capacités respectives, c'est une manifestation directe dans ces textes du principe de l'équité dans la gouvernance climatique internationale. Et de la même manière, la Convention, elle va stipuler qu'il incombe, donc ça c'est l'article 3, qu'il incombe aux parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes, mais différenciées de leurs capacités respectives. Donc ça, ce principe d'équilibre, d'une part, la nécessité pour tous les États de prendre leurs responsabilités, donc notamment c'est la responsabilité historique donc face à ce problème global, et d'autre part, la reconnaissance qu'il y a d'importantes disparités entre les États en matière de développement économique et d'émissions historiques. Donc ça, c'était au point de départ avec la Convention cadre des Nations Unies, et ça, on va le retrouver aussi dans les textes en application, et donc en particulier là actuellement dans l'accord de Paris,
où ce principe d'équité il va être appliqué conformément à ce texte-là initial, et on va le retrouver dans le principe donc, de responsabilité commune mais différenciée. Donc ça, c'est le CBDR. Donc, bon, là, je l'ai mis en français, le RCMD, mais bon, ce qu'on dit en général dans la version anglaise. Et donc, dans l'accord de Paris, on va le retrouver dans différents articles, notamment l'article 2.2, où il va être pris en compte dans les actions qui vont être mises en place. Donc ça va impliquer que les pays qui ont des émissions historiques élevées, et donc les capacités les plus importantes, doivent contribuer davantage que les pays les plus pauvres. Et de la même manière, dans les rapports du GIEC et dans les travaux qui peuvent être faits sur les processus d'élaboration des NDCs, donc les contributions nationales déterminées, on va retrouver ce principe d'équité et de partage du coup de l'effort par rapport aux responsabilités et aux capacités. Donc dans le texte, il est présent et inscrit, donc ça c'est à retenir par rapport à la suite. Et de la même manière, donc l'équité va être conceptualisée ici comme une justice distributive, donc c'est-à-dire cette fameuse répartition juste des efforts, des responsabilités et des ressources qui tiennent compte donc de l'histoire, de la richesse des États concernés et de la vulnérabilité des pays. Donc ce principe, donc inscrit, va chercher à corriger ces inégalités entre pays, et ça va se manifester en différents termes. Donc comme on l'a dit, une différenciation dans les engagements climatiques, donc dans les fameux NDCs, dans l'appel à financement climatique des pays développés vers les pays en développement, et un soutien à l'adaptation et aux pertes et préjudices. Donc ça, c'est pour le principe d'équité qu'on va retrouver. Et face à ça, si on veut positionner la question de la transition juste, elle, à la différence, elle va plutôt être un principe de justice sociale, de transformation vers une économie bas carbone. Et ça va plutôt être surtout au sein des sociétés, alors que de l'autre côté, on était plutôt entre les États. Là, on rentre plutôt au sein des sociétés. Donc, au sein des sociétés, on va avoir donc, les travailleurs, les communautés, les territoires, et c'est voir comment amener à cette transition bas carbone en prenant en compte des disparités qu'il va y avoir. Donc là, la correction, donc cette transition juste, dans son application, elle va chercher à corriger les effets sociaux négatifs des transitions. Donc ça, on peut le retrouver en termes, par exemple, de perte d'emploi dans les secteurs fossiles, directement concernés du coup par les actions de lutte contre le changement climatique, la marginalisation de certains travailleurs ou certains territoires, pareil dans les actions qui vont être mises en œuvre, dans des inégalités sociales qui peuvent être accrues par certaines politiques climatiques. Donc là, par exemple, si on peut l'illustrer, la reconversion professionnelle à travers du charbon et du pétrole, ça c'est pour faire écho à ce qui va suivre aussi après. On peut avoir la protection sociale pendant la transition, la participation des travailleurs et des communautés aux décisions, dans tout un ensemble d'organisations par rapport à la mise en œuvre et liées au travail et aux travailleurs, des créations d'emplois décents, ça c'est aussi des termes qui interviennent directement dans la qualification de la transition juste, donc création d'emplois décents dans les secteurs verts par exemple. Et au niveau de l'application, là on change d'échelle, on va plutôt être au niveau national, local, parfois sectoriel. On va le retrouver dans les politiques publiques, le marché du travail, le développement territorial. Donc on a vraiment deux niveaux d'échelle et des cibles et des portées qui vont être différentes entre l'équité et la transition juste. Et de la même manière, si on revient au texte, alors pour le coup, la transition juste, elle n'est pas inscrite dans la Convention cadre des Nations Unies, on ne l'a pas. On va la retrouver dans l'accord de Paris, pas dans un article, mais dans un préambule, donc dans le préambule de l'accord de Paris. Et là, ça va plutôt être considéré comme un principe d'accompagnement social de l'action climatique. Donc dans le texte tel qu'il est écrit, donc tenant compte des impératifs d'une transition juste de la main-d'œuvre et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national. Donc là, le texte, il va reconnaître l'importance de la justice sociale liée à la transition bas carbone. Par contre, il n'y a pas d'autre définition. Le contexte n'est pas défini et il n'y a pas non plus d'obligation juridique précise par rapport à la considération de ce principe-là, de transition juste. Donc ça, c'est dans l'accord de Paris pour faire le positionnement dans la lutte contre le changement climatique. Et en fait, l'origine de la transition juste, elle vient des années 80, des années 1980. Elle a été utilisée par les syndicats américains quand il a fallu protéger les travailleurs suite à de nouvelles réglementations sur la pollution de l'eau et la pollution atmosphérique. Donc l'origine, elle est complètement différente. Et là, elle est plutôt, je suis repartie en arrière, pardon. Et là, elle est plutôt associée justement à la justice sociale lors des transformations et mise en application de réglementations.
Et donc, ça vient des mouvements de l'Organisation internationale du travail, enfin les mouvements syndicaux de l'Organisation internationale du travail. Et donc, la visée, ce qu'ils cherchent à mettre en avant et de protéger, c'est par rapport à ces transformations, c'est cette visée de justice sociale et de travail décent qu'on va retrouver du coup dans le texte. Donc, appliquée aux transitions énergétiques, écologiques et environnementales, la transition juste, elle va plus s'intéresser aux conséquences internes des politiques qui vont être mises en place dans la lutte contre le changement climatique. Et ça va plutôt se focaliser ici sur l'emploi, voilà, les travailleurs, comme j'ai dit, les territoires et les groupes sociaux qui peuvent être vulnérables par rapport à ces changements. Donc là, la question auquel ça va répondre, elle va être différente et ça va plutôt être comment transformer l'économie par rapport à ces enjeux sans aggraver les inégalités sociales ni laisser sur le côté certains groupes. Donc là, il y a vraiment une autre aspiration, une autre visée et portée de la transition juste. Et donc là, c'est vraiment explicitement lié au travail décent, à l'inclusion sociale, à la gestion des impacts distributifs aussi des politiques environnementales. Donc ça offre un fondement solide par rapport à sa perception et d'une transition qui doit être juste. Par contre, comme il n'y a pas de définition claire, ça peut varier d'un pays à un autre et ça peut varier de différentes régions. Donc pour le coup, le terme n'est pas posé. On comprend le fondement, on sait où la visée, la portée, mais il n'y a pas une définition marquée et gravée et il y a des variations entre les pays. Par contre, dans sa mise en œuvre et dans ce qui est visé, le point important du coup par rapport à chaque pays, c'est de favoriser un dialogue permanent pour tourner autour d'une vision commune de ce que ça implique et de ce que va signifier la transition juste, donc en interne, donc pour les travailleurs, les communautés et les entreprises qui vont être concernées par ces transformations. Donc là, je ne l'ai pas mis sur la salle, mais dans le GIEC, on va retrouver aussi des mentions donc à la transition juste. Et là, c'est mentionné de la même manière comme un enjeu social et économique. Et ce qui est particulièrement souligné dans les travaux quand on prend en compte cette transition juste, c'est que la transition justement doit être juste pour être durable et acceptable politiquement. Et ça, d'autant plus que si la transition telle qu'elle est, posée ou en action par rapport à ce qui est mis en place, elle est perçue comme injuste, pardon, ça risque de provoquer de la résistance sociale par rapport à ces changements et ça risque de ralentir l'action climatique. Donc c'est plutôt dans ces visions-là que la transition juste va être signifiée. Et du coup, quand on les met au final, quand on les met côte à côte, si on veut essayer de les positionner l'un à l'autre, si on reprend les deux principes d'équité et de transition juste, on va avoir d'un côté l'équité qui va venir guider la coopération internationale. Donc, comment répartir justement les efforts et les responsabilités climatiques entre les États. Et de l'autre côté, on va avoir la transition juste qui va guider plutôt la mise en œuvre interne des politiques climatiques dans ce contexte. Donc on va avoir un principe d'équité qui va structurer la répartition internationale des responsabilités et des efforts et une transition juste qui va, elle, viser à garantir que la transformation qui est en place vers une économie bas carbone, elle va se faire de manière socialement équitable. Et donc, toujours avec cette visée, protéger les travailleurs, les communautés qui, eux, vont être affectés par les changements structurels qui sont induits par les actions et les politiques qui sont en place dans la lutte contre le changement climatique. Donc, on va dire que si on les met côte à côte, l'équité et la transition, ils ne sont pas interchangeables, puisqu'on a vraiment des portées et des cibles qui vont être différentes, dans le sens où l'équité va structurer la justice entre les États, la répartition des efforts, et de l'autre côté, la transition juste, elle va structurer la justice au sein des sociétés dans ces mécanismes de transformation. Par contre, ils vont être complémentaires pour assurer la légitimité politique et sociale des actions climatiques qui visent du coup à atteindre les objectifs visés, alors notamment par l'accord de Paris, dans lequel ils sont présents tous les deux. Et pour repositionner ça, donc c'est en conclusion pour finir un peu cet éclairage entre équité et transition juste, dans cette vision de justice climatique, ils vont apparaître comme deux piliers en fait complémentaires de la justice climatique. Et c'est ce qui va permettre de voir comment l'action climatique elle va pouvoir être mise à toutes les échelles. Donc on a vraiment le global État et après on va redescendre au niveau plus local. On a dit travailleurs, sectoriels et les communautés. Et on va avoir d'un côté l'équité qui va structurer donc, la répartition internationale des responsabilités et des efforts, là, comme je l'ai dit. Ça va tenir compte des asymétries qui existent entre le nord et le sud, donc là aussi avec les mécanismes de compensation, etc. Mais tout en considérant l'enjeu global.
Donc ça, c'est vraiment à viser enjeu global. Et du coup, quand on voit en application, donc là, j'ai parlé que de l'accord de Paris, mais en fait, comme il intervient depuis la CCNUCC, quand on voit l'application depuis le protocole de Kyoto, la répartition des efforts elle-même entre les États, elle va évoluer parce qu'on a cet enjeu global qui va être la visée générale. Et typiquement, dans l'application, par exemple, sur le protocole de Kyoto, pardon, on était vraiment dans responsabilité historique des pays industrialisés, donc action, plus de capacité à agir. Et d'ailleurs, c'était les seuls qui étaient comment dire, contraints par des obligations à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et plus on va avancer dans le temps, avec cet objectif d'enjeu global, les États industrialisés, donc les pays qui étaient concernés par le protocole de Kyoto n'étant plus suffisants s'ils étaient décarbonés en gros pour atteindre cet objectif global, il a fallu en gros appeler à contribution d'autres pays, donc une répartition différente des efforts entre les États pour cet objectif global de réduction de gaz à effet de serre, et ça jusqu'à l'accord de Paris où on a une participation un peu plus élargie des États, mais partant de ça, ça amène à ces questions d'injustice et d'inégalité dans les actions, et donc une mise en œuvre un peu plus juste de la transition. Donc c'est là où on va voir le parallèle entre les deux. Et juste pour rappeler, sur le passage justement Kyoto et l'accord de Paris, il y a cette règle des 55% d'émissions dans les pays qui sont concernés par les actions. Et quand je disais que justement dans les années 2010, quand on commençait, plutôt avant, 2008-2009, quand on était au moment de l'accord de Copenhague, les pays de l'accord de Kyoto ne représentaient plus 55%, étaient à 40%. Donc il fallait avancer cette répartition et changer la règle de répartition entre les pays responsables historiques, pays industrialisés, et les pays tous concernés par l'accord de Paris. Donc on va avoir cette structuration différente de l'équité et de la répartition des efforts dans l'aspect équité et aspect global. Et à côté de ça, c'est justement la transition juste qui va viser la garantie que l'application de ces efforts, la mise en œuvre des politiques climatiques, elle ne va pas entraîner des injustices sociales plus grandes ou nouvelles par rapport à ces politiques d'action, et en protégeant du coup plutôt en interne les travailleurs, les communautés affectées par les transformations économiques qui sont induites par la décarbonation. Donc les deux, ils marchent en complémentarité. Les deux principes, ils vont contribuer à renforcer la légitimité et l'acceptabilité de la gouvernance climatique à l'échelle mondiale, mais aussi nationale. On va avoir un double cadrage, et en fait, ce double cadrage, il est essentiel parce que du coup, il va être et sur la vision globale, l'objectif de justice globale, et la mise en œuvre au niveau plus national et local. Donc on a un double cadrage essentiel, et en même temps, ce cadrage double, c'est ce qui sert aussi à comprendre les tensions qui vont survenir entre cette répartition à visée globale et la mise en œuvre au niveau national. Donc pour comprendre les tensions, les compromis qui vont être nécessaires et inhérents à la mise en œuvre des politiques climatiques, donc pareil à ces différentes échelles, globale, nationale ou locale. C'est ce qui va être aussi au cœur des discussions, des mécanismes de gouvernance qui vont intégrer simultanément tous les impératifs, qui soient environnementaux, économiques et sociaux. Donc du coup, même si on a ces habitudes ou ces travers qu'on va retrouver dans les textes, cet amalgame, on va parler de l'un qui va englober l'autre, équité notamment, justice climatique, on a vraiment une double vision avec des portées complètement différentes, et ce qui va aider à comprendre l'origine et la nature de différentes tensions. Donc voilà pour ce positionnement entre équité et transition, donc et transition juste, qu'on va retrouver dans les textes, dans les points de négociation et les tensions qui surviennent dans la mise en œuvre des politiques climatiques. Ouais, j'espère que c'était assez clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez Oui, par ça y est, miracle? on t'entend. Ah, super. J'ose pas remettre la caméra. Donc, merci beaucoup, Sandrine. En fait, je voulais te présenter au début de la présentation, donc je le fais en fin de présentation. Donc, Sandrine Sellos est directrice de recherche à l'École des mines de Paris, et donc elle est chercheuse en modélisation prospective au Centre de mathématiques appliquées et dans le cadre de la chaire de modélisation prospective. Donc, moi, j'aurais une première question. Donc là, tu t'as présenté ce positionnement.
entre justice climatique au sens équité et la question de la transition juste, en disant quelque part qu'il fallait trouver un équilibre et qu'il y avait une sorte d'effet d'entraînement entre les deux actions, l'une au niveau pays et l'autre au niveau de la garantie qui serait apportée aux travailleurs, entre guillemets, de la transition bas carbone. Euh, je peux pas m'empêcher d'avoir que des contre-exemples de Mmh. cette mise en place harmonieuse qui serait voulue dans le cadre des textes sur lesquels tu es revenu. Est-ce que toi, tu as des Ah, éléments, je sais pas, positifs à nous apporter? alors, j'ai pas dit justement qu'ils étaient dans les textes en recherche harmonieux. Alors, autant l'équité, elle est dans les textes, dans la répartition. Pour le coup, la transition juste, elle est juste évoquée. Elle n'est pas dans le texte comme une force d'obligation, dans le texte de la lutte contre le changement climatique, hein. Elle n'est pas dans la Mhm. CCNUCC, elle est pas, dans l'accord de Paris, elle n'est pas dans un article qui lui donnerait une portée un peu plus obligatoire, de faire en sorte que justement cet équilibre entre la répartition à visée globale doit se faire obligatoirement en respectant les conditions, la mise en œuvre interne. C'est juste cité en se disant ça va accompagner l'action, mais elle n'est pas justement, c'est pas pris en compte de manière à force d'obligation. Et pour le coup, dans les applications, donc je pense que c'est les points justement de critique dans les négociations en fait. C'est les points qui vont être qui sont toujours discutés entre qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau national pour répondre à l'objectif global. Et c'est là où on a les points de. J'ai dispute qui me vient, mais c'est pas dispute du coup là, j'ai pas le terme, mais où on a les désaccords qui surviennent. C'est justement plutôt dans la mise en application. Donc, autant dans l'équité sur la distribution, alors peut-être pas sur les financements, etc. Mais là, je pense que c'était assez clair. Par contre, sur l'application et la mise en œuvre par chacun des États pour l'atteindre, c'est là où, pour le coup, on n'y est pas encore, en fait. On n'y est pas. Mais tu considères qu'on y est pour l'équité? Non, alors, je dis pas que, justement, parce qu'ils sont pas, ce que je dis, alors, ni sur les Ça, financements, c'est ni sur question. l'ambition des engagements. Par contre, je Voilà. pense que la position, elle est claire sur ce qu'il faudrait faire. C'est plutôt à ce niveau-là. Je pense qu'on n'y est pas, non, sur l'ambition des engagements qui ont été pris. Bon, à part quand ils vont à long terme, mais on n'y est pas. Et ni sur les financements, on sait bien qu'on n'a pas atteint ce qui était objectivé, et sur les points de perte et préjudice, etc. Par contre, Alors peut-être sur pour... là où on devrait aller, voilà, c'est plutôt dans la visée qui est un peu plus claire pour moi, pas dans les actions. D'accord. Juste pour peut-être appuyer sur un point, est-ce que tu penses que quand c'est dans les textes, ça garantit une force de correspondance en fait sur ce qui est mis en œuvre par rapport à ce qui n'est qu'évoqué dans les textes? C'est un peu comme ça que tu opposes les deux finalement. Alors, ça ne le garantit pas, par contre, ça pose plus le cadre, en fait. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, on va dire. C'est plus. Et après, à partir du moment où c'est écrit dans le sens où on- alors pas juste mis justement dans le préambule, etc., où c'est inscrit, on peut y faire comment dire, la confrontation de ne pas l'avoir respecté. Donc ça ne le garantit pas, parce qu'on peut pas. Après, il faudrait qu'il y ait les sanctions, etc. Mais en tout cas, ça pose les choses de manière plus claire. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois pas d'autres questions. Ah si, oula. Alors, euh, donc Charbel demande, alors il part d'un exemple en parlant de la Somalie, en imaginant qu'elle se met à polluer plus pour nourrir sa population à travers une industrie agroalimentaire. Et dans ce cas-là, euh, alors je comprends pas la question pour le coup, Charbel, désolée. Euh, est-ce que tu fais référence à par rapport à la demande en fait de chacun, est-ce qu'il faut se référer finalement au mode de vie et à cette demande pour être en mesure de mieux arbitrer sur ces enjeux d'équité? Je transforme un peu ta question.
J'ai pas compris la question. Ouais. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est est-ce que il y a aussi la question des besoins locaux qui doivent être intégrés dans l'arbitrage équitable, Oui, euh, transition juste par rapport juste aux enjeux de responsabilité historique. bah, justement, par rapport, suivant les capacités des pays ou les besoins locaux sont pris en compte. C'est ce qui fait la différence entre, dans la répartition de l'effort et alors d'un côté là pour l'équité et de l'autre côté pour la mise en œuvre, dans le côté laissé pour compte et mis de côté. Donc les besoins doivent entrer en ligne de compte dans les actions en fait. Enfin, je suis pas sûre d'avoir bien compris l'histoire des modes de vie, Je, mais je pense que tu dis il y a une responsabilité historique qui est prise en compte pour évaluer l'équité. Est-ce oui, que c'est on comme ça qu'elle est intègre traduite. Ouais, voilà, ouais. est-ce que il n'y a pas d'autres niveaux pris en compte, comme par exemple le niveau des besoins? Ah, il va y avoir si, il va y avoir donc les responsabilités historiques, les capacités à pouvoir mettre en place des actions. Donc ça, c'est par rapport aux pays les plus développés, on va dire. Et après, justement, dans la répartition, donc, si on prend chacun des pays, en fonction de ses besoins, en fonction de sa capacité, en fonction de sa situation, elle ne va pas agir à la même échelle. Elle ne va pas agir en mettant en œuvre les mêmes choses. Donc c'est là où on Ok. va avoir le côté différencié de l'action, en fait. Oui, je pense que derrière, c'était comment on mesure le niveau euh, enfin, la valeur attribuée à un besoin par rapport à un autre et comment ça s'intègre finalement dans la question de l'équité. Puisque Alors, en opposant le luxe à des besoins oui, alimentaires, on voit bien vers où veut nous emmener Charbel. oui, oui. Mais alors, du coup, là, on va le retrouver aussi dans le côté bah, intérêt et besoin de chaque pays, en fait, et les priorités qui vont être données. Donc là, c'est plutôt dans la mise en application. Ou dans le côté, alors après, c'était les questions de justice, où justement, bah, est-ce qu'on peut continuer à vivre sous un certain confort ou si tu reviens par rapport au luxe, qui est pas du coup euh, justifié par rapport au reste du contexte international, c'est là où ça peut repositionner les choses, oui, effectivement. Et il va falloir faire des actions qui prennent en compte ça. Ok. Ce que je disais, la justice Euh, entre générations ou la justice entre les différents pays. En fait, on n'a pas les mêmes niveaux, voilà, confort, mode de vie, et qu'il y a peut-être des rééquilibrages à opérer. alors, une question de Hélène Launay qui voudrait avoir quelques exemples de tensions, des tensions que tu évoques et qui sont générées par finalement l'impossibilité de mettre en œuvre ces éléments. Bah, alors, tension, bah, si on regarde les différents, dans les négociations là, actuelles et les avancées sur les sorties fossiles, la prise en compte ou la mise en place dans les textes du côté fossile, c'est là on va avoir bah, d'un côté les États qui sont dépendants du pétrole, qui veulent pas forcément sortir de ça parce qu'il y a des conséquences internes ou autres, ou pour autre justification, et l'avancée plus globale qui est qu'il faut en sortir. Donc là, il va y avoir des tensions. Et les tensions, elles vont apparaître directement dans les négociations pour faire avancer les textes et la mise en œuvre. Ça, on l'a vu dans les dernières COP notamment. Pour reprendre les exemples juste de ces ressources-là. Ok. Euh, alors, il y a Vincent Mazori qui pose une question qui me semble obscure, mais je vais essayer de la retranscrire. Donc, il te demande comment tu intègres dans la discrimination éthique, justice des engagements climatiques qui précèdent en général leurs évaluations faisabilité technique. Moi, je ne sais pas. Quand vous écrivez les questions, si vous pouvez les clarifier au mieux, ce serait plus simple pour nous. Comment j'intègre les différenciations équité dans la faisabilité technique? Bon, je propose que Vincent En fait, si je la reformule lisais, sa ce serait plus question. facile. Si je peux la lire Et puis, éventuellement. je vais passer la parole à Blanche, qui va nous permettre d'aborder euh, le niveau de la conception d'une action climatique juste et efficace. Donc, Blanche Secrestin est professeure en gestion à l'École des mines de Paris.
Et elle est titulaire avec Kevin Levitin d'une chaire qui est la chaire Théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective. Donc, Blanche, je te laisse la parole et puis on prolongera la discussion avec les questions que tu n'as pas pu traiter, Sandrine, dans la suite. Merci, Blanche. Merci Nadia et merci à tous. Vous m'entendez bien? Moi, très bien. Ouais, très bien. Ouais, merci et merci de me donner l'occasion de présenter ces travaux, c'est un plaisir. Et puis je vois qu'il y a une audience fournie pour un 28 janvier. Alors, juste pour me présenter un tout petit peu plus, les travaux que je vais vous présenter là sont issus d'un travail que je mène avec plusieurs collègues, notamment Armand Hatchuel, Kevin Levillain, Jérémy Lévesque, au sein de la chaire Théorie de l'entreprise. Alors, on travaille plutôt sur les questions, depuis maintenant 10 ans, sur les questions de gouvernance de l'entreprise. Et là, on a relancé un nouveau cycle de recherche en avril dernier en élargissant la question de la gouvernance à la gouvernance du climat et notamment la question des enjeux d'équité, de justice qu'a très bien introduit Sandrine. Je vais vous présenter notamment des travaux qui ont donné lieu à une thèse là, que j'ai mis Charlotte de Monsant et un certain nombre d'ouvrages et de publications qu'on a faites depuis. Alors, je vais partir d'un point de vue assez différent de la même préoccupation qui est qu'aujourd'hui, on sait bien que pour que l'action climatique puisse avoir lieu, il faut prendre en compte les enjeux d'équité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a expliqué Sandrine, mais c'est un enjeu critique et on le voit, y compris là récemment, il y a eu une publication de l'ONU sur la crise de l'eau et la bankruptcy. Enfin, voilà, sur plein d'échelles, que ce soit les gaz à effet de serre ou l'eau, il y a tout un ensemble d'enjeux écologiques pour lesquels les enjeux de justice sont critiques. Et un peu pour illustrer peut-être les tensions qu'on vient d'évoquer, il y a des publications récentes qui montrent que, par exemple, les populations qui sont aujourd'hui les plus touchées par le changement climatique, ce sont les populations qui, en fait, vous voyez, donc ça, c'est les populations les plus vulnérables ou celles qui ont le moins de richesse. Elles sont à la fois celles qui sont le plus touchées par le changement climatique, donc avec ceux qui subissent les losses, les pertes, qui ont en fait émettent très faiblement, le moins, et qui en fait n'ont bien sûr que très peu de capacité de financement des transitions. D'où l'extraordinaire inégalité qui ressort de ce tableau, c'est-à-dire qu'on se dit que les plus riches, a priori, sont ceux qui à la fois polluent le plus et ont le plus de capacité, mais qui sont aussi les moins touchés. Donc voilà, comment prendre en compte toutes ces questions? Sauf qu'il y a tout un ensemble de critères. Voilà, là, je viens de parler de la richesse et des niveaux de pollution, mais on peut parler de l'équité d'un point de vue de l'égalité en fait de l'accès à l'atmosphère ou des critères de responsabilité historique. Donc en fait, les débats vont être compliqués sur ces questions. Et en fait, alors moi, par rapport à Sandrine, je voudrais me centrer, le point de départ de nos travaux, c'est plutôt de constater la difficulté de l'action climatique pour prendre en compte ces enjeux d'équité ou de justice, mais par rapport aussi à un principe d'efficience de l'action collective, c'est-à-dire comment faire en sorte d'agir de manière la plus efficace et donc au moindre coût collectif pour atteindre une soutenabilité d'ensemble. Et ça, c'est un problème que l'on constate très fréquemment parce qu'en fait, pour donner juste quelques exemples, on a l'impression que l'action climatique, et que ce soit au niveau international ou local, régulièrement bloquée par des enjeux de tension entre une politique qui se veut efficace d'un point de vue économique et effectif pour l'environnement, mais qui en même temps rencontre des problèmes d'équité très forts. Le dernier exemple en date, c'est la suppression des zones à faible émission qui vise à lutter contre la pollution de l'air, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des politiques qui touchent essentiellement les populations les moins aisées et qui apparaissent très fortement régressives, c'est-à-dire voilà, négativement corrélées à l'équité, et donc qui sont bloquées aujourd'hui, qui sont rejetées. On peut aussi rappeler la crise des Gilets jaunes avec la taxe carbone, et puis aujourd'hui aussi la difficulté finalement de mettre en place les principes au niveau international que Sandrine rappelait. Donc, pour nous, la question de départ, ça a plutôt été comment expliquer les sources de ce blocage. Est-ce que, a priori, on ne peut pas avoir une action climatique qui serait simultanément juste pour les populations et donc acceptable, légitime et en même temps efficace? D'où vient cette tension? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et est-ce qu'on peut la contourner ou la surmonter? C'était un peu ça qui nous a guidés et quelles sont les alternatives possibles. Donc, j'ai assez peu de temps, mais ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer comment est-ce qu'on analyse du coup les politiques publiques telles qu'elles sont
conçue et déployée et pourquoi elle bloque. Et puis après, je me permettrai de vous faire un détour par une règle sur laquelle on travaille depuis très longtemps, qui est une règle assez surprenante, mais qui nous vient en fait de l'Antiquité et du droit maritime. C'est la règle des avaries communes dans le droit maritime et qui, si on la modélise, nous permet en fait de proposer justement un schéma qu'on appellera le schéma du péril commun et qui permet justement d'essayer d'envisager des politiques climatiques qui soient à la fois justes et efficaces. Et j'essaierai si j'ai le temps, de vous l'illustrer sur ce qu'on vient de faire comme étude avec l'ADEME sur le cas des ZFE et les moyens éventuellement de restaurer l'équité. Donc, premier temps, si je reviens sur les schémas classiques, alors je vais aller très vite, enfin là je reprends, c'est la thèse de Charlotte sur laquelle je m'appuie, juste pour vous dire, et ce schéma est trop compliqué, mais que quand on regarde la littérature, on voit très bien que tout ce que nous a présenté Sandrine, par exemple, relève beaucoup des principes d'équité qui sont étudiés notamment en sciences politiques. Et là, il y a tout un ensemble de débats qu'on a rappelés voilà, sur la manière de penser l'équité euh, et des travaux qui vont très loin et qui conduisent notamment à un certain nombre de principes qu'a rappelé Sandrine, donc sur lesquels je ne reviens pas. À l'inverse, il y a des économistes qui poussent au contraire des politiques qui visent davantage la question de l'efficacité, donc qui pensent un rapport coût-bénéfice des politiques publiques, et typiquement voilà, qui cherchent à penser d'abord un effort collectif minimal au moindre coût, et quitte à se dire derrière, la politique publique pourra compenser les effets d'équité. Bon, voilà, on pourra laisser aux politiques le soin d'assurer les questions d'équité. On voit qu'il y a une forme de décorrélation entre les études qui s'occupent davantage des questions d'équité, mais qui traitent peu des questions d'efficacité, et à l'inverse, des disciplines qui traitent vraiment les questions d'efficacité, mais qui du coup relèguent au second plan la question de l'équité. Il y a une petite exception dans la littérature, c'est les travaux notamment d'Elinor Ostrom et autres qui ont pensé la question des communs en disant il est possible d'assurer une gouvernance commune de certaines ressources. Et voilà, on montre que c'est possible, mais la manière d'y arriver est encore difficile. Bon, je reviendrai sur l'approche d'Elinor Ostrom. Et en fait, pour vous dire la manière dont on a travaillé, Charlotte a étudié l'ensemble des rapports du GIEC et la manière dont finalement on percevait, on attrapait les questions d'équité. Et c'est pareil, je vais assez vite parce que l'enjeu, ça a été pour elle d'identifier les cadres théoriques qui étaient dans les rapports du GIEC. Les rapports du GIEC nous semblant être une source voilà, légitime et consensuelle des cadres théoriques pour traquer, en fait, tracer les cadres théoriques qui sont mobilisés. Et ce qu'elle montre, alors je vous renvoie à la thèse, on pourra y revenir éventuellement, mais c'est qu'il y a que 3 grands auteurs qui reviennent de manière récurrente. Et finalement, il y a un cadre collectif qui se dégage, qui est toujours l'idée qu'il y a une ressource commune, ce qu'on appelle une collective action problem, que je peux en fait traduire de la manière suivante, parce que finalement, c'est le schéma, la représentation qu'on a classiquement en tête quand on parle des problèmes écologiques et climatiques en particulier. En fait, on se dit, voilà, il y a un ensemble d'acteurs qui sont a priori indépendants les uns des autres, qui mènent des actions individuelles, notamment parce qu'ils cherchent une certaine utilité, donc c'est des activités qui produisent de la richesse, mais qui ont un effet négatif sur une ressource, notamment l'environnement. Par exemple, ils émettent des gaz à effet de serre, et donc l'enjeu, ça va être de réduire ces pollutions, de changer les comportements. Simplement, les économistes amènent derrière cette préoccupation que, attention, les efforts de chacun n'auront pas les mêmes coûts, c'est-à-dire que les coûts de réduction d'une émission d'une tonne, par exemple, de GES ne seront pas les mêmes, pardon, d'un acteur à l'autre. Et donc, ce qu'ont proposé les économistes, c'est de dire le principe de la taxe carbone, c'est bien un principe pollueur-payeur, mais différencié, c'est-à-dire que si, en fait, je fixe un niveau de taxe à un certain niveau, ça va pousser les individus dont le coût de dépollution est plus faible que la taxe à dépolluer, qui sont économiquement rationnels, tandis que ceux qui ont un coût de dépollution plus élevé ne vont pas dépolluer spontanément tout de suite, ils vont préférer payer la taxe, ce sera plus avantageux. Et de ce point de vue-là, la taxe, effectivement, est un mécanisme extrêmement efficace d'un point de vue économique, puisqu'on va d'abord dépolluer là où c'est le moins coûteux. Le problème, donc, c'est une taxe qui, a priori, est économiquement efficace, mais la difficulté, c'est que ce schéma montre que, dans le raisonnement, on met complètement de côté la richesse relative de chacun des groupes, et il se trouve que c'est fortement négativement corrélé au niveau, donc c'est pour ça qu'on parle d'impôt régressif. Et en fait, la conclusion que nous, on a poussée, c'est de dire, en fait, quand on y réfléchit, toutes ces politiques, d'ailleurs, qu'elles cherchent d'abord à fixer un principe d'équité, le principe par exemple de la responsabilité historique, ou qu'elles cherchent à d'abord viser l'efficacité,
en fait, une seule moyen d'action, c'est d'une certaine manière d'essayer de changer les comportements des individus. Et vous voyez que quand on demande à tel individu de dépolluer d'une tonne de gaz à effet de serre, on détermine simultanément quel est l'effort qu'il doit faire, donc le coût qu'il doit supporter, et du coup, on détermine aussi la répartition des efforts dans la population. Et donc, on touche simultanément la question de la répartition des efforts, c'est-à-dire l'équité, d'une certaine manière, et la question du coût d'ensemble. Dans les matrices, en fait, dans les approches de théorie de la conception qui sont mobilisées dans notre labo, en fait, on montre que finalement, on a un moyen d'action, on a un paramètre qui va jouer simultanément et de manière en général couplée négativement sur deux dimensions de performance qui sont l'efficacité et l'équité. Et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on explique le couplage. On a un moyen d'action pour essayer de travailler sur deux finalités différentes et en général, c'est difficile du coup d'optimiser les deux. D'une certaine manière, pour nous, ça explique que voilà, on est piégé et dans une forme de trade-off jamais satisfaisant entre l'efficacité et l'équité. Alors, à partir de là, c'est là qu'on cherche à explorer d'autres voies. Et je vais vous parler en fait d'une règle sur laquelle on travaille depuis très longtemps. Cette règle, elle dit, dans le commerce maritime, alors c'est une règle qui date d'il y a plus de 2000 ans, et qui dit, voilà, le capitaine, qui est toujours valable aujourd'hui, hein, le capitaine à bord, quand il est face à un péril, il a le droit de jeter des marchandises par-dessus bord. D'ailleurs, le texte dit, il a le droit de faire un sacrifice extraordinaire si c'est dans le salut commun, c'est-à-dire si ça permet de protéger l'ensemble de l'expédition d'un péril et d'une tempête en particulier. Donc, il a en fait une autorité sur des marchandises qui ne lui appartiennent pas, mais si c'est dans le salut commun. Et la règle précise un point très important, c'est que tous les intérêts engagés, donc toutes les valeurs sauvées, en fait, pardon, je vais le dire autrement, le sacrifice qui est fait, la perte doit être partagée au prorata de ce que les uns et les autres ont à sauver. C'est-à-dire que l'armateur qui sauve son bateau, comme tous les autres marchands qui ont sauvé quelque chose, devront participer à la règle au prorata de ce qui a été sauvé. Donc c'est une règle de solidarité qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui me permet du coup de modéliser un petit peu différemment la situation. En fait, de la même manière que tout à l'heure je disais, il y a des individus qui s'engagent dans des activités qui sont productrices de richesse, mais qui ont un effet sur une ressource. En fait, ici, on va plutôt que la ressource s'attacher à la situation d'un péril. On a des marchands qui sont à bord, qui ont embarqué voilà, en pensant que la mer était bonne, et une tempête arrive, et il s'avère que du coup, le cumul des masses peut mettre le bateau en péril. Et le problème, en fait, c'est qu'on constate que voilà, il faut du coup faire une action, et cette action est susceptible de sauver l'ensemble du bateau, l'ensemble des richesses. Et donc, le principe des avaries communes, on peut le modéliser de la manière suivante, c'est que le capitaine a le droit de jeter des marchandises par-dessus bord. Par exemple, ici, il va décider par exemple de jeter la marchandise du marchand 2. En revanche, à l'arrivée, le sacrifice, s'il a été effectif, c'est-à-dire s'il a permis en fait de sauver l'expédition, doit être partagé au prorata de ce qu'on aura effectivement sauvé. Et alors, l'intérêt, c'est de revenir sur cette petite matrice pour dire que là, on voit que en fait, on a cette fois non pas un levier d'action, mais deux leviers d'action. C'est ça pour nous qui en fait est la beauté de la chose, c'est qu'en fait, on peut d'un côté, le capitaine peut travailler à faire en sorte qu'il va concevoir le sacrifice juste minimal, donc essayer de jeter en premier les marchandises juste nécessaires et au coût le moins faible ou à la valeur relative la moins élevée. Et donc, il va pouvoir maximiser, lui, l'efficacité du sauvetage, diminuer le coût, et tandis que la règle de contribution va assurer une équité dans le sauvetage. Ici, je voudrais juste insister sur un point, c'est que par rapport à tout à l'heure où on disait qu'il peut y avoir un débat sur finalement qui doit payer et quel est le principe d'équité qu'il faut favoriser, est-ce que c'est par exemple de dire c'est ceux qui qui pèsent le plus lourd, dont les marchandises pèsent le plus lourd, qui doivent payer parce que c'est eux qui sont responsables ou autre. Cette règle-là, elle est problématique ici parce que quand ils ont embarqué, ils ne savaient pas nécessairement que le poids allait être problématique et ça pouvait être autre chose, hein. Si la tempête n'est pas là, mais qu'il y a plutôt un risque d'incendie, ça pourrait être un autre paramètre qui joue. Et puis en plus, ça n'est pas les poids individuels qui posent problème, mais bien un problème collectif de cumul des poids. Et donc le principe ici de la règle de contribution, il nous semble être équitable parce que l'action à concevoir n'est pas une action de responsabilisation, mais une action de le capitaine à bord. Il cherche en fait à sauver l'ensemble des marchandises. Et donc il cherche à préserver la répartition des richesses telles qu'elles étaient ou telles qu'elles devraient être normalement à l'arrivée, et non pas à la transformer.
précisément si on doit préserver cette répartition pour ne pas demander à l'un de payer le sauvetage de l'autre. Dit autrement, en fait, si je jette une marchandise, cette marchandise elle va servir à sauver tous les autres. Donc c'est là qu'apparaît une interdépendance très importante qui justifie que ce sacrifice soit possible, mais partagé par les autres. Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais je vais juste peut-être prendre 2 minutes pour illustrer tu ça, peux, pour être peut-être tu peux. pour être moins abstraite. On a travaillé avec Kevin et Charlotte à la demande avec l'ADEME, on a fait un petit travail alors, sur la question des ZFE, donc des zones à faible émission, dont vous avez certainement entendu parler dans la presse récemment, puisque la loi a été rejetée. Mais c'était avant que la loi soit rejetée et on avait évidemment déjà cette préoccupation qui est bien identifiée depuis longtemps, qui dit on sait que la pollution de l'air, c'est un péril commun qui menace nombre de grandes agglomérations en France, mais on sait aussi que les populations qui ont des voitures les plus polluantes, c'est-à-dire ceux qui sont classés aujourd'hui critères 4 et 5, les plus polluantes, sont aussi les populations qui vivent en général dans les zones éloignées des centres-villes et donc qui ont besoin d'une voiture, et les populations dont les revenus sont les plus faibles. Et donc ça, c'est des chiffres déjà assez anciens et qu'on connaît bien, mais vous voyez, qui classent par décile de la population, donc en fonction des revenus, on a ici les revenus croissants, et bien en fait, les critères les plus élevés, ou en fonction, voilà, les critères 4 et 5 sont clairement, voilà, euh, pas prioritairement, mais représentés en surnombre dans les populations faibles. Donc le principe, la disparité et le problème d'équité, il est connu depuis longtemps et on pouvait d'une certaine manière s'attendre à ce qu'à un moment ça pose problème, ce qui n'a pas manqué d'arriver. La question qu'on s'était posée avec l'ADEME et qu'on a cherché à étudier sur le cas d'une grande agglomération en particulier, c'était est-ce que en fait un principe d'avarie commune permettrait de contrebalancer en fait ces effets-là et est-ce qu'on pourrait envisager une ZFE qui soit plus juste d'un point de vue social? Donc on a travaillé, alors je ne vous donne pas les détails parce que le rapport n'est pas public encore, mais sur une agglomération en particulier qui précisément avait cherché à mettre en place une ZFE avec des critères sociaux très poussés, donc beaucoup d'aide, d'accompagnement, des plans de transport public ambitieux. Et notre objectif, c'était en fait d'estimer l'efficacité environnementale de cette politique, la répartition des coûts et de voir ce que pouvait changer la communauté, l'application des avaries communes avec deux questions. Comment est-ce qu'on pouvait penser en fait une répartition plus juste des efforts à mener et éventuellement est-ce que ça permettait de réouvrir. Alors, juste pour fixer les idées, parce que ouais, on peut en fait avoir en tête qu'il peut y avoir différentes populations concernées. Quand on considère un péril qui est l'inhabilité de la ville ou de l'agglomération dans son ensemble, on voit que potentiellement, si on dit qu'on supprime les voitures les plus polluantes, il peut y avoir soit des personnes qui habitent en centre-ville, soit des personnes qui travaillent dans la ville, mais qui viennent de l'extérieur, qui ont ces voitures qu'il va falloir supprimer. Mais ce qu'il faut en fait envisager en parallèle, c'est quelles sont les richesses qu'ils ont à sauver dans le sauvetage de l'habitabilité de la ville. Typiquement, on peut se dire qu'un habitant du centre-ville, un bobo qui peut venir en vélo à son travail, il n'a pas nécessairement de voiture, donc il n'aura pas à contribuer à la politique des ZFE. En revanche, il a beaucoup à sauver puisqu'il habite en ville, il a un patrimoine potentiellement, il a des revenus de la ville et il vit dans la ville, donc il utilise la richesse de la ville. Ce qui sera potentiellement très différent d'un travailleur externe qui lui aura besoin de sa voiture et qui potentiellement peut, s'il ne peut plus venir en ville, ou si la ville devient inhabitable, perd de revue future. Le principe des avaries, donc, ce serait de ne pas en fait faire uniquement porter le coût de la dépollution aux personnes qui sont des pollueurs, mais d'envisager en fait, par exemple, de remplacer leur voiture au prorata des richesses qu'il y a effectivement à sauver, et donc sur une assiette beaucoup plus large. Alors, ouais, je ne rentre pas complètement dans les détails, mais je vais peut-être vous montrer un schéma, bon, désolé, potentiellement pas très lisible comme ça, mais il montre quelque chose, enfin, il montre 3 points. Ce schéma, donc on est toujours sur un schéma qui répartit la population donc, dans cette agglomération que je ne mentionnerai pas, mais dont je ne dévoilerai pas l'identité. Donc on répartit ici selon les revenus sur l'échelle horizontale. Et puis vous avez ici une courbe qui montre le reste à charge
donc qui revient aux ménages au prorata de leurs revenus d'un changement de voiture. Donc, si on supprime les critères 4 et 5, ces individus doivent racheter, c'est notre hypothèse de départ, une voiture électrique. Et qu'est-ce que ça représente par rapport à leur revenu initial? Et donc, évidemment, les populations les plus faibles qui ont le plus de critères 4 et 5, ils ont un reste à charge, malgré l'ensemble des aides qui leur sont accordées par l'agglomération, assez élevé. Et ça représente pour eux une part non négligeable de leurs revenus. Et c'est très inégalitaire ce que montre cette courbe. Le passage aux avaries communes fait deux choses. D'une part, il légalise, puisque précisément c'est au prorata des revenus ou de ce qu'il y a à sauver. Alors là, les richesses sauvées sont juste approximées par les revenus, mais a priori, le principe, c'est précisément d'égaliser selon ce qu'il y a à sauver. Donc on a en fait une égalisation, mais on a un autre phénomène. Vous voyez que cette courbe, elle est considérablement diminuée, abaissée, tout simplement parce qu'on passe d'un petit nombre de contributeurs à une assiette de contributeurs beaucoup plus large à partir du moment où on prend tous ceux qui ont intérêt à être sauvés et donc à ce sacrifice commun. Puis il y a un troisième effet qui nous semble très important, mais qu'on n'a pas pu complètement explorer là avec cette agglomération, c'est l'idée de dire, bon, le remplacement des voitures de critères 4 et 5 par des voitures électriques, c'est évidemment une solution de base, mais qui est peut-être pas forcément la plus astucieuse, mais le principe de la solidarité, s'il est fixé à l'avance, devrait permettre une coopération pour chercher éventuellement des solutions beaucoup plus innovantes, beaucoup plus créatives, à moindre coût, et donc on devrait pouvoir encore abaisser le coût. Chacun a intérêt en fait à cette exploration et à cette innovation. Ça devrait permettre aussi un effet coopératif supplémentaire. Voilà, je m'arrête là, je pense que j'ai déjà trop parlé, mais peut-être simplement pour signaler que ce que nous, on en retire, c'est que d'une part, les approches classiques, alors je ne vais pas complètement suivre mon plan là pour aller plus directement au but de ma conclusion, mais d'une part, les approches et les politiques classiques aujourd'hui sont quand même piégées par le fait qu'elles sont plutôt, j'allais dire, monodimensionnelles ou monoperformances, et qu'il y a un enjeu à penser la conception de politique climatique qui soit capable d'intégrer d'emblée les multifinalités, c'est-à-dire à la fois l'équité et l'efficacité de l'action, et que précisément penser qu'on n'a pas simplement des comportements problématiques, mais qu'on est aujourd'hui face à un péril commun et qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions, ouvre évidemment un certain nombre de perspectives, même si, et je ne nie pas du tout la difficulté, tout reste encore à concevoir, et ne serait-ce que le péril commun, c'est quand même une situation très particulière dont il faut bien mesurer, est-ce que tout le monde est capable aujourd'hui et tout le monde serait d'accord pour reconnaître qu'on est dans un péril commun? C'est peut-être ça les enjeux de discussion par la suite. Voilà, je vais peut-être arrêter le partage et vous Merci laisser la parole. beaucoup, Blanche. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens juste de dire, la question du périmètre paraît centrale en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est commun au final? Là, vous parlez d'une agglomération, mais est-ce qu'on peut découper comme ça en zones par rapport à la question du climat? On le voit beaucoup plus par rapport à l'enjeu de la biodiversité, cette déclinaison locale, que par rapport à l'enjeu du climat où il y a ce lien avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont globalisées et qui sont difficilement affectables en réalité. Comment vous réfléchissez à ce point-là? Bon, c'est une énorme question, hein, donc ouais, je pense que je n'ai pas 3 heures pour y Excuse-moi. répondre. Mais en fait, bon, d'abord, je dois commencer par dire quelque chose, c'est que ce sont des questions qui sont vraiment des questions de recherche un peu ouvertes, celles que tu as posées. D'ailleurs, enfin, c'est grâce à TTI qu'on lance une thèse, enfin, qu'on a lancé une thèse là, sur l'application de cette règle-là sur la question de l'eau, qui pose tout un ensemble d'enjeux, mais aussi de questions de recherche nouvelles. Alors peut-être que je peux dire deux éléments, mais voilà, en laissant ouverte malgré tout la réponse. Le premier, c'est que précisément, nous, on avait le sentiment que la question du gaz à effet de serre, c'est un risque global qui concerne l'ensemble de la planète, si la planète se réchauffe, et peut-être qu'aujourd'hui, certaines régions ou certaines personnes nient encore la réalité du changement climatique et le péril qu'il constitue. Néanmoins, tôt ou tard, on a l'impression que c'est vraiment l'ensemble des régions qui seront concernées, et s'il n'y a pas d'approche consensuelle pour le traiter, on risque d'aller au-devant de graves conflits. Donc voilà. Il me semble que l'idée de dire on est sur un bateau commun avec le changement climatique, la question potentiellement de la biodiversité ou de l'eau,
ou effectivement de la qualité de l'air, c'est des échelles plus locales potentiellement, et des échelles qui sont potentiellement difficiles à déterminer. Là, par exemple, on travaille sur la question d'une crue, une crue, la population qui peut être une inondation très forte, par exemple une crue centenale autour de Paris. Ça touche une population de manière relativement aléatoire. Donc, la communauté de péril affectée et qui devrait être éventuellement contributrice, elle est difficile à attraper. Ce que l'on est en train de proposer comme approche, c'est plutôt de dire la communauté, il faut sans doute la déterminer. Alors, c'est donc la communauté qui est indépendante, mais interdépendante. Interdépendante par rapport justement à une action de sacrifice. C'est-à-dire, si j'ai une solution, une proposition de jet, de sacrifice, et que j'identifie en fait l'ensemble de la population que ce jet est capable de sauver, alors ça me donne une communauté d'interdépendance par rapport à ce jet. Voilà, c'est plutôt les directions que l'on prend, sachant que, de toute façon, effectivement, il s'agit bien d'identifier l'interdépendance d'une communauté par rapport à une solution qu'on pourrait proposer, qu'elle soit une communauté de péril ou de sauvetage. C'est bien identifier les interdépendances et la frontière qui permettrait en fait une forme d'indépendance par rapport au reste, mais qui est nécessairement, voilà, il faut sans doute accepter de négliger un certain nombre d'interdépendances aux frontières pour pouvoir appliquer la règle. Alors, je Mais vais j'ai bien conscience tenter. Ok, merci. Je vais tenter de revenir sur une question qui a été mentionnée tout à l'heure par Étienne Cuisinier, donc qui s'adressait à Sandrine, mais je pense que avec cette idée d'interdépendance, peut-être tu auras un élément de réponse aussi, Blanche, sur la justice générationnelle. Et sur le fait donc ce lien générationnel, ça a vraiment du sens par rapport au climat parce que ça indique quelque part la dynamique des impacts qui toucheront la même génération de la même façon. Et donc comment vous voyez l'une et l'autre, hein, je vais vous demander à toutes les deux cette notion abordée ben, via les éléments, Sandrine, que tu avais introduits, éventuellement via les approches auxquelles vous réfléchissez, Blanche. Je laisse répondre, Sandrine, même. Alors, le côté générationnel, ça on le retrouve aussi dans le texte dès le départ en fait, parce que c'est par rapport aux conséquences qu'on va pouvoir avoir, ce qu'on leur laisse pour plus tard, la gestion des ressources dans les solutions. Donc c'est comment aborder la prise en compte de ce problème climatique et en gros les conséquences de nos choix qui vont leur être subies au moment de leur période. Et générationnel, on peut l'avoir au niveau dans la transition juste. Par exemple, dans la transformation des économies, sur tout le parcours de formation, par exemple, préparer les générations futures aux emplois qui seront à venir dans ce monde du coup transformé, qui répond à ces enjeux-là. Donc il y a tout un volet au niveau de la formation, je dirais. Bon, après, c'est pas mon focus, j'avoue, sur les impacts, mais je le verrais plutôt à ce niveau-là. Donc au niveau de l'équité, et ça rentre directement dans la convention cadre, où on a vraiment cet aspect préserver les ressources, préserver le monde par rapport aux générations futures. Donc les actions qu'on va devoir faire, elles doivent tenir compte de ça. Et dans la mise en œuvre et l'application, on pourrait avoir ce volet, préparer en gros le terrain de ces générations qui vont devoir être prêts aussi à ces nouveaux métiers, à ces nouveaux besoins en fait, qui seront, en premier abord, je pourrais le dire là au niveau de cette question de la génération et de la préparation aux générations futures. Ouais, c'est pareil, je pense que pour moi, c'est une question difficile. Alors, peut-être qu'on peut dire quelque chose, c'est que c'est vrai que le modèle du péril, par opposition en fait aux soucis des générations futures, ça appelle plutôt une situation, un raisonnement dans l'urgence. Le capitaine, il est là et il faut qu'il prenne une décision. Et c'est plutôt voilà, l'urgence de la situation fait qu'il faut penser à un sacrifice maintenant. C'est pas complètement absurde puisque en fait, toutes les études semblent montrer quand même que, à la fois les coûts de non-action commencent à être, rédhibitoires et qu'ils risquent d'augmenter, de manière rédhibitoire et qu'on est face à des phénomènes qui sont aussi irréversibles. Je parlais du cas de l'eau tout à l'heure, donc
il y a quand même un sentiment d'urgence et pas simplement de dire qu'on peut laisser des situations difficiles aux générations futures. Ceci étant dit, je pense que la question de la temporalité, c'est une vraie question par rapport au modèle du péril commun et une des questions sur lesquelles on travaille pour opérationnaliser le modèle, c'est bien de dire on est plutôt dans du temps long, c'est pas le capitaine juste sur son bateau et il faut notamment envisager de se dire à partir de quand on va considérer que les efforts mis en œuvre par telle région ou par telle instance internationale relève d'une avarie qu'on ne juge pas simplement des efforts individuels, mais qu'on va les qualifier d'avarie commune, parce que dans un souci commun et qui du coup pourrait, donner lieu à des compensations, comme le propose la règle. C'est une vraie question, c'est-à-dire à partir de quand, éventuellement, on remonte dans le temps, on déclare qu'aujourd'hui il y a une situation de péril, et comment est-ce qu'on du coup on peut appliquer ça? Alors, pour continuer sur ton exemple sur les ZFE, euh, il y a une question d'Amandine Vollard qui voudrait savoir s'il y a des pistes pour faire reconnaître la notion de péril commun et donc engager l'action ou le changement du comportement des individus. Alors, à ce stade, ma connaissance, non. Les ZFE sont, ceci étant, voilà, nous, on travaille avec l'ADEME. Nous, à ce stade, c'est vraiment des projets de recherche, hein, là, qu'on vous présente. Notre objectif, c'est effectivement de partager ces travaux, de tester leur faisabilité et leur intérêt, leur acceptabilité. Et donc, aujourd'hui, voilà, on essaye de faire des propositions avec l'ADEME sur les ZFE repensés. Et puis, on essaie de travailler sur d'autres expérimentations. Donc, programme de recherche ouvert, voilà, appel ou plutôt aux bonnes volontés pour nous aider à trouver des terrains d'expérimentation pour la suite. Mais à ma connaissance, non, ça n'a pas complètement donné de, de piste d'action. Alors peut-être une question un peu plus large de Gérard Mardine qui se demande comment la comptabilité au niveau des États, au niveau écologique pour les entreprises, avec le système CARE, serait un facteur qui serait favorable pour la conception de l'action climatique juste et efficace. Donc je ne sais pas si se projette dans la question de la vérité commune ou si c'est plus large. Alors, c'est pareil, là, ça fait des ponts que je n'avais pas forcément complètement anticipé, mais c'est pas complètement. C'est-à-dire que la comptabilité CARE, telle que je la comprends, c'est effectivement demander aux entreprises d'intégrer dans leur comptabilité leur impact de manière à les minimiser, voire intégrer par exemple la restauration des écosystèmes dans lesquels ils opèrent. Euh, Si on considère que voilà, on a un péril commun et que sur une zone donnée, il y a un certain nombre d'entreprises qui peuvent faire quelque chose à leur niveau pour travailler comme une forme voilà, de restauration des écosystèmes, là, pour moi, en fait, le principe serait le même, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de se dire, si on est capable de qualifier qu'il y a un péril, oui, le principe de l'avarie commune, c'est, on reprend vraiment le terme, c'est-à-dire avarie commune, ça veut dire une avarie qu'on a qualifiée de commune, c'est-à-dire que c'est un dommage que l'on cause dans un intérêt collectif, par opposition à une avarie particulière, par exemple un bateau sur lequel en fait j'ai embarqué une marchandise qui n'est pas bien couverte et qui va être périmée à l'arrivée. Voilà, ce sera une arrivée, une avarie particulière. Donc, vous voyez, là, ce serait l'idée de dire, est-ce que à partir du moment où on peut montrer qu'une entreprise a fait un effort particulier qu'on peut qualifier de commun, alors effectivement, potentiellement, ça pourrait donner lieu à des compensations, rétrocessions dans le cas de l'application d'un modèle d'avarie commune. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant dans ce modèle et ce sur quoi on travaille, c'est le caractère un peu multi-échelle. C'est-à-dire précisément, ça peut être soit un principe qu'on appliquerait au niveau global et international, soit de se dire c'est valable sur une zone et les acteurs, ça peut être juste un acteur très centralisé qui décide seul de ce qu'il est possible de faire, ou un ensemble d'acteurs avec lesquels on se met d'accord sur des règles de qu'est-ce que l'on va valoriser et reconnaître, qualifier comme des avaries qui contribuent au sauvetage commun.
Donc voilà, pourquoi pas, j'avais pas fait le lien, mais ça peut être une piste. On va s'arrêter là pour la discussion qu'on reprendra tout à l'heure pour que Christophe ait le temps de nous présenter donc les enjeux de transition juste au niveau du Sud global. Donc Christophe Cassin est ingénieur de recherche au CNRS, directeur adjoint du CIRED. Et donc, il a développé des travaux relatifs à l'histoire des négociations climat avec une attention très particulière sur les tensions nord-sud. Donc, Christophe, je te laisse la parole et peut-être tu peux passer en plein écran parce qu'on voit tes commentaires et la diapositive suivante. D'accord. Je vais arrêter le partage. Je vais... Voilà, c'est très bien. Ah mince, pardon. C'était très bien. C'était très bien. Bon, j'ai fait C'était une très fausse bien. manip. Voilà, parfait. Oui, mais moi, du coup, je ne vois pas. Ah si, ça va. Hop, on va y arriver. Ok, très bien. Bah, merci Nadia pour l'introduction. Merci aux présentations précédentes également qui sont déjà très riches sur ce sujet, le sujet de la session d'aujourd'hui. Alors, ma présentation, elle va aborder plus précisément les interactions entre transition et équité au travers d'un sujet délicat, à savoir la sortie des énergies fossiles, en particulier, là on va parler aujourd'hui du charbon. C'est un sujet qui crée des tensions au sein des COP, hein, notamment avec, bon, ça a déjà été dit, hein, avec les pays producteurs. C'est une source de tension nord-sud quand même assez forte également. Ici, je vais me concentrer dans cette présentation sur la question de l'accompagnement de la sortie du charbon, en particulier dans les pays du Sud. On va voir dans quelle mesure, en fait, les politiques et mesures qui sont déjà mises en œuvre, plus ou moins directement liées ou planifiées, prennent en compte également les enjeux d'une transition juste. Petite remarque en amont, en préambule, ce travail que je présente, il s'appuie en grande partie sur des travaux en cours avec deux collègues, donc Clémence Guédra et Thomas Le Gallien. Alors, comme point de départ, si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, les scénarios du sixième rapport du GIEC, qui sont rassemblés dans le sixième rapport du GIEC, montrent que la sortie du charbon est nécessaire au plus tôt entre 2040 et 2050, dans les scénarios les plus contraignants en termes de trajectoire, c'est-à-dire où là, il y a un dépassement le plus limité possible par rapport à la trajectoire de référence. Donc là, ça correspond au graphique de gauche. Euh, Et au-delà de 2060, dans les scénarios les moins contraignants et compatibles avec un objectif de degrés, voire au-delà. À l'heure actuelle, c'est un petit peu la trajectoire sur laquelle on est embarqué, au regard des engagements qui ont été pris. Mais dans tous les cas, on note malgré tout un besoin de réduire d'ici 2050 et au-delà significativement en moyenne la production du charbon pour répondre aux engagements climatiques. Alors toutefois, cette transition hors du charbon, cette déstabilisation du secteur charbonnier, comme vous en doutez, elle n'est pas gratuite, elle est potentiellement coûteuse en matière d'impact socio-économique pour les pays producteurs. Alors la littérature, ces dernières années, s'est intéressée aux conséquences socio-économiques de la fermeture des mines de charbon, en particulier en étudiant les pertes d'emploi, les impacts sociaux également, relatifs notamment à la dégradation du lien social, culturel, aux enjeux bien entendu régionaux, hein, qui pourraient être occasionnés, principalement en Europe, puisque c'est là où on a vu un grand nombre de fermetures de mines dans les dernières décennies, en Grande-Bretagne, dans les pays de l'Est en particulier, et un petit peu moins dans les pays du Sud. Cette littérature aussi s'est intéressée aux facteurs qui ont favorisé, mais aussi aux résistances, aux freins, ces restructurations, ces changements. Donc ici, je renvoie aux travaux en particulier de Francesca Di Luso et de ses collègues, ou d'Olivier Sartor, qui date d'il y a déjà quelques années, à l'IDRI, sur les expériences historiques de transition. Alors, maintenant, si on se projette un petit peu,
Je prendrai ici l'exemple, par exemple, de la Chine. Cette carte que vous avez devant vous présente les résultats de projection calculés à partir du modèle d'évaluation intégrée, IMACLIMER Monde, qui est un modèle qu'on développe au CIRED et aussi dans le cadre de la chaire modélisation prospective, avec des collègues, donc Augustin Dano, qui fait sa thèse en partie sur ce sujet-là. Vous avez devant vous donc une visualisation des pertes d'emplois potentielles occasionnées par des trajectoires de diminution de la production de charbon, alors en Chine en particulier. Donc plus les zones sont sombres, plus les impacts sont importants en termes de réduction de l'emploi. On le voit également sur les graphiques autour, hein, qui montrent en fait les pertes d'emploi à l'échelle de la Chine, mais aussi des principales régions, régions productrices, le Shaanxi, la Mongolie, le Shandong. Donc, quels que soient les scénarios, des scénarios les plus contraignants, les plus ambitieux d'un point de vue climatique, à des scénarios un peu plus laxistes, entre guillemets, eh bien, à l'horizon 2050, on a des impacts extrêmement importants en termes de diminution de la main-d'œuvre qui va jusqu'à zéro. Alors, outre la Chine, on peut citer également des projections qui ont été faites par l'AFD pour la Colombie, qui montrent en particulier les impacts macroéconomiques conséquents, notamment sur la balance commerciale, si en cas de sortie des énergies fossiles. Et c'est un objectif que s'est donné en particulier la Colombie et le gouvernement Petro. Alors, face à de tels changements, on peut se poser la question de comment les États anticipent ou en sont en mesure d'anticiper de telles transformations, notamment dans un contexte potentiel, hein, encore une fois, d'accélération de la sortie du charbon. Alors, ici, on va s'intéresser ici aux politiques de soutien, d'assistance. En anglais, on parle de Transition Assistance Policies, qui explicitement ou implicitement prennent en compte les impacts de la fermeture alors, des mines de charbon, puisque on va se positionner sur ce cas-là en particulier. Alors, des travaux existent déjà sur la question. Ici, on va adopter une vision assez large de ces politiques qui vont rassembler à la fois des plans, des stratégies, des politiques et mesures qui s'appuient sur un certain nombre de mécanismes et d'instruments spécifiques avec potentiellement des imbrications, des emboîtements potentiels. Une politique peut faire partir d'un schéma ou d'un plan plus large, idem pour des fonds spécifiques dédiés à la transition. Comme je l'ai dit précédemment, peut-être l'originalité en fait de cette étude, c'est de prendre en compte à la fois les politiques et mesures qui traitent directement des impacts d'une sortie du charbon et une fermeture des mines en particulier, et des mesures qui le font de manière plus indirecte, un peu à l'instar de M. Jourdain qui fait de la poésie sans le savoir. Donc les objectifs de cette étude, ils visent à la fois à disposer déjà d'une meilleure connaissance empirique de ces politiques, qui ont été mieux étudiées dans le contexte plutôt du Nord, de mieux cerner à la fois les similarités et les différences en fonction des pays étudiés, d'où la dimension comparative sur laquelle je vais revenir, et enfin de mieux appréhender dans quelle mesure ces politiques et mesures sont de nature à contribuer à une transition hors des énergies fossiles, si possible juste. Alors, on s'est focalisé dans cette étude sur 4 principaux producteurs, pays producteurs au sud, avec un équilibre dans la répartition géographique. On a donc la Chine et l'Inde qui sont les plus importants producteurs et consommateurs de charbon. La Colombie et l'Afrique du Sud sont respectivement 7e et 12e producteurs. Par ailleurs, dans tous ces pays, le charbon représente plus de la moitié de l'énergie primaire. C'est le cas en Chine, jusqu'à 70% en Afrique du Sud, où 90% de la production électrique est produite encore à base de charbon. Ce sont des économies qui sont encore dépendantes en fait, au charbon, avec par exemple pour la Colombie, à 90% de la production colombienne est exportée. Donc en fait, en termes de rentrée de devises, c'est quand même pas négligeable. Cette dépendance, on la retrouve également à l'échelle régionale, avec des régions fortement ancrées dans la production charbonnière, comme l'a montré d'ailleurs la planche précédente sur le cas de la Chine. En Inde, on a des régions à l'est, en particulier le Jharkhand, l'Odisha, le Madhya Pradesh, qui sont productrices de charbon. En Colombie, il s'agit plutôt de la région de la César et de la Guajira.
Vous avez une photo d'ailleurs là qui est une mine à ciel ouvert de cette région. Et puis en Afrique du Sud, c'est principalement la région du Mpumalanga où se concentre 80% de la production charbonnière. Donc en termes d'emploi, ce n'est pas négligeable non plus, hein. C'est plus de 2 millions d'emplois pardon, en Chine, plus de 800 000 emplois directs en Inde et 90 000 emplois en Afrique du Sud, par exemple. Alors, cette situation, en fait, de dépendance au charbon est à mettre au regard aussi des engagements climatiques qu'ont pris ces pays. D'un côté, vous avez la Chine qui vise la neutralité carbone d'ici 2060, l'Afrique du Sud d'ici 2050. Alors, parmi ces pays, l'Afrique du Sud et la Colombie ont la particularité d'avoir adopté une stratégie nationale en faveur d'une transition juste, et qui est également incluse dans les stratégies de développement. Voilà. De l'autre côté, ces États se montrent quand même relativement prudents par rapport à un calendrier effectif de sortie du charbon. La Chine, suite à des coupures d'approvisionnement en électricité en 2021, a augmenté ses projets de mise en service de nouvelles centrales à charbon. L'Afrique du Sud, en dépit de la signature d'un partenariat avec des pays du Nord, dans le cadre de ce qu'on appelle le JETP, j'y reviendrai, ne s'est pas officiellement en tout cas, engagé à réduire sa production de charbon. Et quant à l'Inde, le charbon fait encore officiellement partie intégrante de sa stratégie de rattrapage en matière de développement d'ici à 2050. Et on l'a vu également dans les négociations de climat, où en Glasgow en 2021, la Chine s'est opposée à toute insertion du terme sortie, phase-out, dans le texte final. Alors, la première phase de ce travail a consisté à identifier donc, des politiques et mesures d'accompagnement dans ces pays au regard des principaux impacts économiques, sociaux et environnementaux. Donc, c'est une analyse relativement manuelle, assez laborieuse, mais d'aller repérer les politiques qui sont disponibles sur les sites officiels, dans la littérature grise, académique, de les passer au tamis également, pour arriver à peu près encore plus de 74 politiques et mesures dites d'accompagnement de la transition, enfin de la fermeture des mines de charbon dans ces pays-là. La deuxième étape a été de les analyser en développant une grille d'analyse au regard de 5 principaux critères. Le domaine d'appartenance d'abord de ces politiques, les types d'impact pris en charge par ces politiques et mesures. J'utilise là le terme générique de politique et mesures à partir de maintenant. Le degré de mise en œuvre de ces politiques et mesures, la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment liés à la question de la réhabilitation des mines en particulier, et la question de la focalisation ou non sur les sites miniers. Alors, je vais vous présenter quelques principaux résultats de cette étude. Premier résultat important, on observe qu'une part relativement significative de ces politiques et mesures ont une visée économique essentiellement. C'est quasiment la moitié des politiques et mesures identifiées dans notre corpus. Ces politiques et mesures sont destinées en particulier à encourager la diversification de ces territoires, diversification économique. Et que ce soit en Inde, en Colombie ou en Afrique du Sud, on a des plans de reconversion, de diversification des régions affectées qui ont été mis en œuvre. Alors, en Chine, dès le milieu des années 2010, dans le cadre des 13e et 14e plans quinquennaux, avec un double objectif, accompagner la restructuration des mines et renforcer leur compétitivité dans le cadre de plans de revitalisation des régions minières, mais également de moderniser les infrastructures, notamment de ces régions, pour limiter leur enclavement. En Colombie, on a un plan spécifique de développement des ENR qui a été mis en œuvre pour la région de la Guarira. Et en Afrique du Sud, c'est dans le cadre du Just Energy Transition Partnership, qui a un plan de développement de l'économie verte de la région de Mpumalanga qui a été développé. En Inde, en revanche, on n'a pas véritablement de projet de fermeture. L'objectif est plutôt d'ouvrir éventuellement des mines privées, enfin d'ouvrir à la concurrence le secteur. Vraiment, en Inde, le sujet est quand même un petit peu plus tabou, entre guillemets. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement social, même si elles sont moins nombreuses en proportion, on a quand même 40% des politiques et mesures qu'on a identifiées qui sont centrées sur l'accompagnement social des travailleurs et des communautés affectées par la fermeture des mines. Elles sont de 2 ordres principalement, ces politiques et mesures. Vous avez d'abord des mesures visant à la reconversion des travailleurs
Alors, c'est un enjeu en Chine depuis le lancement de ce processus de restructuration du secteur minier à partir du milieu des années 2010, avec des mesures à destination des entreprises et aussi des travailleurs, avec des fonds dédiés à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de la province du Shaanxi, pardon, pour faciliter la reconversion et la relocalisation de ces travailleurs dans notre secteur. Ça concernait quand même 1 million de travailleurs, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez également des mesures de soutien spécifiques aux communautés, par le biais notamment de mécanismes de protection sociale renforcés. Ça a été le cas déjà en Chine. Alors, et plus récemment en Afrique du Sud et en Colombie, là, dans le cadre de la montée en puissance de stratégies spécifiques de transition juste de la main-d'œuvre. Donc, vous avez en Colombie des politiques de soutien aux communautés les plus vulnérables, qui fait partie, alors en tout cas, c'est l'objectif, de la stratégie nationale en faveur d'une transition juste. Les mesures, en revanche, de réhabilitation environnementale des sites miniers font partie des politiques qui sont dans notre corpus et moins présentes. Pardon. Hop. Les politiques identifiées font partie généralement de cadres réglementaires plus larges. En Chine, ceci dit, il y a une obligation désormais pour les entreprises de restauration écologique des mines, qui a été adoptée à l'occasion d'une révision récente du code minier. En Inde également, mais voilà, on n'a pas d'évaluation à l'heure actuelle de la mise en œuvre en fait de du respect de cette réglementation, et on n'a pas noté non plus dans les autres pays des cadres spécifiques. En tout cas, ça semble relativement peu structuré à ce stade. Alors, à partir des autres critères, on a pu élaborer également une typologie des différentes politiques d'accompagnement et politiques et mesures. Cette typologie, en fait, elle recouvre un mélange entre des politiques réactives qui s'appuient sur des mesures existantes. Donc ça, c'est les profils 1 et 2. Donc des politiques et mesures en place sans objectif environnemental, mais avec ou sans ciblage sur les mines de charbon, mais qui peuvent, ces politiques, servir potentiellement de levier à terme au cas où, dans l'hypothèse où le pays souhaiterait accélérer sa sortie du charbon. Et puis vous avez un troisième type de politiques plus proactives qui, là, sont plus dans l'anticipation de la sortie du charbon, de la fermeture des mines, et qui essayent d'articuler plusieurs objectifs, à la fois environnementaux, mais aussi de développement et de sécurité énergétique. Alors, ces politiques sont confrontées à un certain nombre de défis. Pour être actionnables, un des risques qui nous est apparu important est celui potentiellement d'un mal support sur le modèle de la maladaptation dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, au sens où ces politiques et mesures, si elles ne prennent pas en compte des éléments clés d'une transition juste, donc en particulier l'inclusion, la disponibilité de moyens associés, la question de la gouvernance également spécifique, cela peut conduire à des effets inverses à ceux d'une transition environnementale juste. On a noté en particulier que certains groupes sont mal pris en compte par ces politiques et mesures d'accompagnement, notamment les travailleurs du secteur informel, et qui sont relativement importants, en particulier en Inde. De même, les travailleurs du privé, des mines privées en Chine, certaines communautés locales, même si c'est un objectif, notamment en Colombie, de la stratégie de transition juste. Les premières évaluations montrent que l'intégration, l'articulation avec les communautés locales ou la prise en compte de leurs besoins est quand même relativement limitée. Par ailleurs, on peut également noter une dépendance renforcée au charbon dans certaines régions suite à des politiques qui sont mises en œuvre. C'est le cas par exemple en Chine, où le processus de restructuration qui a eu lieu à partir du milieu des années 2010, il vise essentiellement à renforcer la compétitivité en fait de ces entreprises. Le gouvernement a mis en place un certain nombre d'usines chimiques en particulier pour créer de nouveaux débouchés pour la production charbonnière, donc pas du tout en lien avec l'environnement. Donc il faut prendre en compte aussi ce cas potentiellement d'effet collatéral, d'effet pervers de politiques qui ont été mises en œuvre, le choix de développement. En ce qui concerne la gouvernance et les moyens, alors bien entendu, on note qu'ils sont encore à renforcer. Il y a une volonté quand même d'un côté d'adapter des politiques et mesures au contexte local. Par exemple, en Afrique du Sud,
avec le plan, le master plan en matière de développement des énergies renouvelables qui promeut le développement local des énergies renouvelables. Il y a un processus de consultation sur la transition juste qui a été mis en place également en Afrique du Sud, mais aussi en Colombie. Ceci dit, on note en fait un empilement en fait de mesures, de politiques et mesures, pas forcément coordonnées, pas forcément gérées par les mêmes institutions, par les mêmes ministères, ce qui pose après aussi la question de leur articulation et du besoin en fait d'une articulation même interministérielle pour mieux accompagner en fait l'efficacité de ces politiques et mesures. Encore une fois, notre étude ne vise pas encore véritablement à évaluer en fait ces politiques ex post, mais plutôt à noter certaines lacunes ou trous dans la raquette potentielle. Les capacités de financement également sont relativement limitées également. Et puis, ce sont des politiques qui sont potentiellement vulnérables à l'instabilité politique. On le voit, c'est le cas potentiellement en Colombie où il y a en mois d'avril prochain des élections présidentielles qui sont prévues avec un risque de changement de majorité. Il n'est pas impossible que la nouvelle majorité revienne en arrière par rapport aux engagements forts que le gouvernement Petro a pu prendre. Alors, un mot sur la coopération internationale, puisqu'on en a quand même parlé aussi dans les présentations précédentes. Elle joue un rôle dans ces politiques et mesures. On l'a vu à travers le cas du Just Energy Transition Partnership en Afrique du Sud, qui a été signé au moment de la COP de Glasgow en 2021. C'est une initiative un peu ad hoc, financée par des pays du Nord, dont l'objectif est de décarboner la production électrique, et donc en particulier de sauver l'EDF local, un SCOM, en assurant une transition juste aux populations qui sont issues du secteur minier. C'est un projet de 5 ans qui est censé lever plus de 8 milliards de dollars, mais dans les faits, on s'aperçoit que pour l'instant, il y a peu d'argent par rapport aux 8 milliards prévus qui ont été vraiment décaissés, encore moins pour la transition juste, il y a à peu près une trentaine de millions, et pour accompagner les travailleurs des mines de charbon et aussi de l'entreprise Eskom. En ce qui concerne le financement, il est un petit peu incertain à l'heure actuelle, puisque les États-Unis faisaient partie des bailleurs. Donc, c'est un point important pour l'Afrique du Sud, mais il faut, je pense, rester quand même prudent par rapport à l'effet final de ce partenariat. Alors, en conclusion de cette étude, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un véritable potentiel de politique et mesures actionnables pour accompagner la sortie du charbon, et notamment centré sur la fermeture des mines dans ces pays-là, en cas d'accélération en particulier. Donc ça, c'est le verre quand même à moitié plein. Alors, ces politiques et mesures, elles sont hétérogènes, comme vous l'avez vu. Elles illustrent des trajectoires institutionnelles spécifiques, des choix qui ont été faits par le passé en termes économiques, de développement, mais aussi d'accompagnement social par rapport à ce sujet-là. On a noté aussi un certain nombre de lacunes de ces politiques, et ce qui n'est pas étonnant, qui augmentent potentiellement le risque de mal support à terme, donc ça, il faut en être conscient. Et ce sur quoi on plaide, c'est pour une meilleure reconnaissance de ces politiques climatiques, de ces politiques d'accompagnement, comme également un pilier en tant que tel des politiques climatiques susceptibles d'accompagner des chemins, je dis bien au pluriel, parce que chaque pays aura son propre chemin de transition juste s'il veut se lancer là-dedans, mais il y a un véritable besoin de rendre plus visibles ces politiques d'accompagnement, de mieux les institutionnaliser à l'échelle institutionnelle et gouvernementale en particulier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Moi, j'ai pour introduire la discussion, deux questions. Donc là, tu as pris l'exemple de la sortie du charbon, et en fait, c'est un peu les grands pays émergents et les pays du Sud qui sont ciblés. Est-ce que Oui. vous avez une idée d'une comparaison potentielle avec ce qui se passe dans les pays du Nord, qui sont fortement consommateurs et dans leur propension à aussi mettre en œuvre des politiques spécifiques pour cette sortie? Alors, en gros, c'est pas l'expérience des pays du Nord est plutôt, ça a été un peu notre point de départ en termes d'analyse de la littérature, plus sous l'angle des expériences passées, puisqu'il y a certains pays, comme la Grande-Bretagne en particulier, mais aussi la France, qui ont fermé leurs mines de charbon ces dernières décennies, et notamment ce qui
ce qui avait été effectivement ce qui a été mis en avant, c'est la difficulté en fait de reconversion des régions minières dans ces pays-là, c'est-à-dire l'impact sur le long terme d'une déstructuration du tissu économique, mais aussi social et culturel. Et la nécessité de mettre en place en fait une gouvernance adaptée pour accompagner la reconversion des travailleurs, des mineurs dans le temps, et aussi faire en sorte que ces régions-là puissent accueillir de nouvelles activités. Donc, on s'est plutôt basé là-dessus. On n'a pas fait après de comparaison systématique pour l'instant par rapport à ce qui s'est passé dans le Nord. Ça nous a suffi de servir un petit peu de point de référence, en tout cas d'attention sur quoi il faut faire attention quand on va traiter de la transition dans ces pays-là. Voilà. En sachant qu'il y a aussi des spécificités liées au Sud, c'est notamment la question du travail informel, que l'on ne retrouve pas forcément dans les pays du Nord. Et si je te demande de faire une petite gymnastique intellectuelle pour intégrer la vision de l'avarie commune présentée par Blanche Oui. dans le contexte que tu traites, c'est-à-dire finalement la sortie du charbon, c'est un effort consenti par rapport à cette avarie commune. Et donc, enfin, c'est pas une ZFE, hein, mais on est dans un périmètre beaucoup plus large. Est-ce que dans ce cas-là, ça devrait susciter des aides plus fortes parce que c'est une contribution qui permettrait... En fait, c'est la transition bas carbone dans sa globalité finalement qui va faire écho à l'idée que si on est d'accord qu'on est dans un péril commun, toutes ces initiatives devraient être soutenues par l'ensemble. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question qui était de Solange Martin tout à l'heure, qui se demandait si les aides publiques à la décarbonation de l'industrie avaient en fait un impact, enfin, correspondait à la compensation qu'on pouvait imaginer dans le cadre de cette avarie commune. Donc, est-ce qu'il y aurait, pareil, une analyse en compensation euh, qui, qui pourrait être associée soit au JETP, je ne sais pas si c'est, par exemple, une façon de compenser, soit à ces programmes un peu spécifiques comme ce qui avait été signé avec l'Afrique du Sud pour, je ne sais plus dans quelle COP, là, il y a 2 ou 3 ans, pour aider à la sortie du charbon plus rapidement. Qu'est-ce que ça t'inspire? Excuse-moi, Ouais, je t'emmène dans mes oui, pérégrinations mais personnelles. tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que cette question de l'avarie commune et de la gestion du bien commun et du périmètre, elle est importante, surtout dans un contexte d'urgence. Euh, alors, là, je vais essayer d'avoir une réponse peut-être à plusieurs niveaux, enfin peut-être en fonction des cas. Euh, Par exemple, par rapport enfin, à la question de la compensation. Euh, le soutien que la communauté internationale a donné enfin, offert en partie, hein, donc c'est quelques grands pays du Nord, en tant que bailleurs, ont offert à l'Afrique du Sud pour accompagner sa transition de son secteur électrique et en partie sa sortie du charbon à terme potentiel. Ça revient en fait, ça se fait un petit peu au nom un peu des enjeux d'équité Nord-Sud, quoi. En gros, c'est le Nord qui va aider les pays du Sud à accompagner la transition. Donc, le périmètre en tant que tel de compensation, il est assez bien identifié, puisque là, on se focalise sur un secteur, voilà, qui est le secteur électrique. Après, les autres cas, et plus largement, c'est vrai que euh, cette question de la compensation, elle va se poser aussi pour les acteurs qui ont. Alors, non seulement les travailleurs qui ont à perdre, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut pouvoir identifier quels sont les besoins, et à ce moment-là, mettre les ressources en face. Donc, et là, ça suppose aussi un accord, on va dire, entre déjà une mesure. Je pense que dans la question de l'avarie commune,
Et la question de la compensation, il faut pouvoir mesurer en fait les besoins. Voilà, donc il y a un besoin aussi de se mettre d'accord sur comment on mesure ces besoins-là. Et après, quelles ressources on va mettre en face? Et quel type de ressources? Et qui va payer? C'est ça aussi la question. Donc, on voit qu'il y a certains États, bon, la Chine a mis beaucoup de moyens, mais plutôt pour des questions en fait liées à la compétitivité, pour accompagner sa transition, alors, enfin la transition des régions minières. Euh, on voit que dans d'autres pays, bah, il y a moins de, bah, les besoins sont là, mais les ressources sont plus faibles, et donc à ce moment-là, on va faire appel à la coopération internationale. Et après, je pense qu'il y a une question qui est un peu sous-jacente, qui est en fil rouge au-delà de la mesure et de qu'est-ce qu'on compense et quand, c'est le capitaine. C'est-à-dire qui organise en fait cette compensation. Et moi, ça me fait penser, quand on parle du capitaine là, qui organise, un peu au planificateur bienveillant économiste, bon, qui n'existe pas en tant que tel. Donc le capitaine, c'est qui? C'est le gouvernement en lien avec les acteurs du secteur, par exemple le charbonnier, ça va être le gouvernement, les acteurs du secteur, les communautés locales. Bref, il y a vraiment une réflexion à avoir sur qui est derrière ce capitaine pour définir en fait le périmètre de ce qui est vraiment commun et puis définir après les moyens qui vont permettre on va dire, de compenser les pertes et d'agir au regard de l'urgence. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu aussi de définition des acteurs et aussi de la gouvernance. Et ça, on le retrouve sur les questions de la transition juste. Donc, je ne sais pas si ma réponse n'est pas complètement claire en tant que telle, parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de réflexion, mais je pense qu'il y a un parallèle à faire, mais après, il faut se poser la question plus précisément de qui fait quoi et comment. Je vais peut-être donner la parole à Blanche si tu veux réagir sur ces questions et notamment la question de la compensation. Ouais, merci. En fait, enfin, je trouve ça très intéressant. Sur la compensation, il me semble qu'il faut faire attention parce que potentiellement, alors d'abord, il y a une chose, c'est qu'il me semble que ces politiques n'ont pas été pensées avec le modèle du péril commun. Donc, voilà, il faut se méfier des analogies. Mais ce qui me semble important, c'est ouais, c'est un peu comme pour un cas peut-être plus simple que la compensation des entreprises qui décarbonent, c'est les idées très nombreuses qui sont proposées par des économistes pour dire il faut quand même mettre en place la taxe carbone et on va aider les populations les plus faibles, les plus démunies par des compensations, voire utiliser les recettes de la taxe pour les subventionner. Mais ça aurait un effet qui est bien documenté maintenant par les économistes, l'effet de justement de baisser l'efficacité parce que ces gens-là, du coup, seraient moins incités à décarboner. Donc, il me semble qu'on est toujours dans cette logique-là, l'idée de demander aux entreprises ou aux individus de faire un effort à leur niveau. Et derrière, en fait, on est du coup toujours dans l'idée de il faut changer des comportements individuels, donc on individualise les modes d'action. Ce qui peut être non efficace, parce qu'il peut y avoir des entreprises pour lesquelles c'est très coûteux, très difficile et aujourd'hui, on est quand même plutôt dans cette logique-là, c'est-à-dire de les responsabiliser chacune et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais voilà, on est plutôt dans la logique de chaque entreprise doit mesurer son bilan carbone et s'efforcer de faire des améliorations. On n'est pas tellement dans une logique justement de penser une action collective face à un péril imminent et vis-à-vis duquel il faut en fait penser un jet davantage collectif. Donc je ferai, à mon sens, une distinction entre les modalités de compensation et les approches péril commun. Parce que ça permet potentiellement, le péril commun, de réouvrir des modes d'action qui aujourd'hui ne sont pas envisagés. C'est ça notre souhait. Et par rapport à ce que va présenter les initiatives internationales qu'a présentées Christophe et que je trouve très intéressantes, moi je serais intéressée par voir parce que je sais qu'il y a aussi d'autres initiatives peut-être plus anciennes et qui au final n'ont pas débouché, mais notamment un parc, je crois que c'était en Équateur, où le gouvernement équatorien, je ne me trompe pas, un parc où il s'agissait potentiellement de supprimer une forêt pour explorer des nouveaux puits de pétrole, et ils avaient demandé en fait une souscription internationale pour éviter justement de travailler sur ce Mm. puits. Et là, en fait, ça relevait potentiellement de dire, voilà, si on le fait pas, si on se prive d'un levier de développement important, mais du coup, il faut que vous nous aidiez parce qu'on le fait pour sauver l'ensemble de la planète. Bon, il se trouve que ça n'a pas bien fonctionné, notamment parce que les engagements du pays n'étaient pas très crédibles, que les modalités financières étaient compliquées. Voilà. Mais ça, typiquement, ça pouvait potentiellement relever d'une logique avare et commune.
Oui. J'ai une... Ouais, tu veux réagir Non, ou... non, mais tout à fait. C'était l'exemple de Yassani, effectivement, la demande de l'Équateur de compensation, mais je crois qu'il n'a pas effectivement fonctionné. Après, voilà, dans le cas du charbon, on n'est pas sur. Je pense que l'analogie, faut effectivement bien la délimiter. Elle est pas forcément très pertinente. Ceci dit, quand on voit la Colombie qui annonce quand même une sortie du charbon à terme, sans plan B, d'un point de vue économique, il y a un vrai enjeu de savoir comment la communauté internationale, enfin qui va pouvoir aider ce pays-là pour arriver à quand même affronter enfin, à relever ce défi. Voilà. Ça, c'est pour moi Ouais. une question qui est quand même essentielle parce que, voilà, encore une fois, il y a des objectifs politiques qui sont pris, qui sont ambitieux, mais encore une fois, ce sont des pays qui n'ont pas forcément les ressources pour le faire tout Bien seuls. sûr. Et dans le contexte géopolitique actuel, je pense que la question se pose aussi de la question de la coopération internationale pour aider ces pays-là. Voilà. Si je peux juste rebondir sur la question du capitaine, parce que Oui, bien sûr, vas-y. Ouais. évidemment, c'est une question essentielle. Bon, il se trouve que dans le droit maritime, c'était aussi une question qui a mis du temps et qui... Parce qu'en fait, on voit qu'il y a plein de conditions en termes de constitution de la légitimité. Il a fallu en fait construire le corpus de compétences et d'expertise du capitaine, les valider. Et puis en fait, il y a d'autres dispositifs. Il y a par exemple un dispositif, une procédure de, à chaque fois que vous montez une marchandise à bord, il faut la décrire et connaître sa valeur. Puis il y a d'autres expertises. Par exemple, le capitaine, il est chargé éventuellement de jeter, d'opérer le sacrifice et de faire en sorte qu'il soit minimal et de sauver aussi tout l'équipage, c'est la première contrainte. Et puis il y a d'autres acteurs qui vont intervenir. Par exemple, à l'arrivée, il faut des acteurs qu'on appelle les dispatchers qui vont être capables d'évaluer les richesses à l'arrivée, y compris les richesses qui ont été perdues, et de manière à pouvoir procéder au transfert. Et donc toutes ces compétences-là, il faut les développer. Mais il nous semble que donc, et dans le cas du changement climatique, ça reste à construire. Néanmoins, il nous semble, alors c'est une hypothèse de travail là aussi, que le fait de poser a priori une règle de solidarité rendrait potentiellement possible le fait de se mettre d'accord sur qui on va mandater pour construire cette expertise. Voilà, il existe déjà des dispositifs comme le GIEC qui sont des instruments en fait de fabrication de la connaissance au niveau international. Bon, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser à un dispositif de construction des nouveaux jets, sachant que cette règle de solidarité, encore une fois, elle permettrait un effet collaboratif, coopératif, pour dire, bon, voilà, éventuellement, on a une solution de base. Si quelqu'un a des solutions pour l'améliorer, tout le monde a intérêt à l'améliorer, c'est-à-dire à la rendre moins coûteuse. Bon, ceci étant dit, la manière de l'opérationnaliser reste évidemment bien. On peut imaginer quelques pays qui prennent le devant autour d'une règle, ils se mettent d'accord sur une règle et avec voilà, des règles aussi, un fonctionnement spécifique entre eux. Et si ça marche, potentiellement, ça peut aussi rassembler d'autres pays. Voilà, j'essaye de réfléchir de manière un peu plus pragmatique par rapport notamment au contexte actuel, où arriver à définir une règle commune à l'échelle internationale, ça semble compliqué. Mais c'est peut-être possible à l'échelle d'un petit groupe de pays. Je voudrais vous faire réagir et d'abord Sandrine aussi pour finir cette séance sur la question que posait Jean-François Guillemol sur la vision de l'équité comme une nécessité pour répondre aux enjeux du climat. Et donc, il questionne le fait que ce soit un moyen euh, présenté comme tu l'as présenté, euh, alors que ça pourrait être un objectif, parce que l'équité, c'est pas forcément vu comme par tout le monde, hein, enfin, comme nécessité pour répondre aux enjeux climatiques. Donc, ça t'inspire, Sandrine? Bah, je pense pas l'avoir présenté comme un moyen. Pour moi, c'était dans le cas, c'est un cadre en fait, un cadre de principe dans lequel on s'insérait les actions. Et le principe de l'équité, il est vraiment tel qu'il a été vu initialement, dans la répartition de l'effort, donc tel que je le disais, en fonction des responsabilités historiques, des capacités et des niveaux de vulnérabilité des États. Donc en gros, c'est la question à laquelle ça répond, c'est qui va agir, quand et à quel niveau.
Et en gros, tel que ça a été posé initialement, alors les contextes ont évolué depuis. Alors c'est le poids des pays industrialisés, le poids des pays émergents et le poids en fait après de l'ensemble des pays en développement confondus. Donc au départ, c'était très clair que pays industrialisés, responsabilité historique, capacité à agir, doivent agir, réduire leurs émissions et accompagner aussi les transformations. Et au fur et à mesure où on avançait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne suffit pas pour atteindre l'objectif global, puisqu'on est dans la vision globale de 1,5 degrés. Il faut embarquer d'autres pays qui n'étaient pas forcément historiquement responsables. Et donc, ça va évoluer dans cette répartition repenser des actions climatiques jusqu'à la fin où il va y avoir les autres pays qui vont aussi devoir agir. On n'a pas que l'atténuation, on va avoir aussi l'adaptation et qui vont devoir avoir ce cadre qui préserve aussi le fait de leur intervention. Ça va jouer sur les compensations aussi, sur les transformations et sur le fait d'accompagner ces changements. Donc ce n'est pas un moyen en tant que tel, c'est le cadre dans lequel ça va se placer et qui va garantir la répartition des efforts entre les responsables et ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et auquel cas c'est justement la place de chacun des pays pour répondre à ces objectifs-là. Et par rapport à ça, la place des pays, du coup j'ai vu la question de Charbel pour garantir les besoins. En fait, elle va être garantie, ça c'est dans l'explicitation de la transition justement, parce qu'elle va être faite en fonction et conformément à la priorité que chacun des États va donner à son développement. Donc là, dans le cas de la Somalie, tel qu'elle disait, il va y avoir cette priorité-là. Et donc là, elle va te poser une transition juste. Et et l'équité, par contre, elle va encadrer le fait de cette responsabilité, capacité à agir et sa vulnérabilité par rapport aux conséquences du changement climatique ou aux transitions. Donc c'est pas un moyen en tant que tel dans ce cadre-là. C'est clair. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va conclure cette session. Alors d'abord, je voudrais vous inviter à noter les prochaines dates où nous nous retrouverons. Donc le 24 mars 2026, le 17e webinaire traitera des scénarios de biodiversité et du climat. Et puis le 10 avril prochain, on organisera notre forum annuel TTI.5 en collaboration avec le Quai d'Orsay, donc qui conclut sa série de séminaires par un grand séminaire que nous co-organisons donc à l'École des Mines de Paris. Donc cette année, les séminaires que nous avons conçus ensemble étaient dédiés au lien entre la science et la diplomatie. Et donc la journée du 10 avril de 9h à 17h traitera d'environnement, sciences et technologies dans l'élaboration de la politique étrangère. Quelle diplomatie scientifique? Donc on abordera la gouvernance des minéraux critiques, les enjeux de l'IA et ses connexions avec le climat et l'énergie, et les questions de géo-ingénierie et d'éthique en particulier. Donc, je vous invite à ces manifestations. J'ai vu rapidement une question sur notre propre éthique dans le chat. Et donc, effectivement, nous fonctionnons dans nos projets de recherche avec un mécénat qu'on appelle un mécénat pur, qui est encadré par une charte éthique et qui nous permet de nous exprimer, de concevoir nos programmes et de réaliser nos travaux dans la plus grande liberté. Preuve en est que aucun de nos mécènes n'est au courant de ce que je viens de vous annoncer et ni même du contenu de notre séminaire d'aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et donc vous invite à continuer à suivre nos propositions. Merci à tous et merci Blanche, merci Christophe, merci Sandrine pour vos excellents exposés. À Merci à bientôt. tous. Merci. Au revoir. Merci Nadia. Après-midi. Merci Nadie.